Bonsoir, mardi, 21h, carte sur table, heureux de vous savoir nombreux. Des personnalités africaines ont signé une nouvelle pétition concernant les crises sécuritaires dans notre pays. Parmi elles, des prix Nobel de la paix, le secrétaire général de l'ONU. Ces personnalités appellent le gouvernement et les séparatistes à un cessez-le-feu immédiat pour faciliter la prise en charge des malades du Covid dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En compte, il faut le rappeler, 679 000 personnes déplacées, 58 000 autres réfugiés au Cameroun, au Nigeria. Des chiffres annoncés dans un rapport publié le 12 juin. Ce rapport est du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Depuis le 22 juin, par contre, le gouvernement, à travers l'équipe de coordination du plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest, cette équipe, conduite par le ministre délégué Paul Tasson, organise donc jusqu'au 6 juillet prochain une mission de sensibilisation et de vulgarisation auprès des populations en vue, je l'ai dit, de la mise en œuvre du plan de reconstruction de ces régions. Ce soir, nous allons mener la réflexion sur cette question pour savoir si l'heure de la reconstruction a sonné là-bas, quand on sait qu'il y a encore des poches d'affrontement entre armée et résistance. Autrement dit, peut-on construire dans une zone de sensibilité sécuritaire? L'autre thème est intitulé 1990-2020, 30 années plus tard, l'opposition peut-elle encore mobiliser le peuple? On va probablement refaire l'histoire des luttes, des mobilisations, des manifestations dans ce Cameroun depuis le retour au pluralisme, au multipartisme et aux diverses formes de liberté, liberté d'expression, d'association. On va essayer de voir si l'engouement populaire qu'on a observé pendant ces années 90, avec les Villemot par exemple, 2008 avec les émeutes, ces mouvements-là peuvent-ils encore être observés aujourd'hui? On regarde peut-être des textes de loi qui encadrent ces éléments, de la force des arguments des hommes politiques et la réaction des populations. C'est à cela que vont s'atteler les invités de ce soir. Ils sont 4, c'est une habitude. Franck Essi, bonsoir. Bonsoir, député, bonsoir. Messieurs, à tous ceux et celles qui nous regardent. Vous êtes le secrétaire général du CPP, le Cameroun People Party. Merci de cette amitié renouvelée sur cette antenne. Abel Elimbiloé, bonsoir. Bonsoir. Homme politique, Raoul Tal, c'est une organisation de réflexion sociopolitique. Merci d'être là également. Maître Georges Teguin, bonsoir. Bonsoir député, bonsoir mes copanélistes. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Bonsoir à vos téléspectateurs, toujours si nombreux. Vous êtes là pour le compte du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Et enfin, Marc Swabo, bonsoir. Bonsoir monsieur le député. C'est un plaisir de partager une seconde fois de plus votre plateau. Je salue vos milliers de téléspectateurs ainsi que les copanélistes qui sont présents sur votre plateau. Vous appartenez au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Merci à tous d'être présents ce soir. Merci également à vous à la maison. On va prendre la transition et on va essayer d'aborder le premier thème concernant les mobilisations. Je le rappelle donc, 1990-2020, 30 années plus tard, l'opposition peut-elle encore mobiliser le peuple? Je vais peut-être commencer par vous, Abel Elimbiloé. On peut rentrer peut-être dans les années antérieures, notamment les premières heures du retour au pluralisme, au multipartisme, avec la naissance d'un certain nombre de partis, dont le SIF en mai, et bien d'autres formations politiques. À l'époque, on peut penser que, comme on sortait d'une période de parti unique, il y avait un fort engouement, une forte ambition de retrouver les libertés, de retrouver la parole, de s'exprimer, la volonté d'avoir un son et même un ton différent dans le mouvement ambiant. Oui, vous avez raison. Il y avait une conjoncture qui était favorable à l'épanouissement de l'opposition. Et votre thème est révélateur. Il est révélateur parce que vous ne l'aurez pas choisi pour rien. Il est donc révélateur du délitement des facultés ou des aptitudes que l'opposition avait en 90. Quand on a vu les élections, les toutes premières élections
pluraliste de 92, que ce soit les élections législatives qui sont passées avant, que ce soit les élections présidentielles qui sont passées en octobre, les taux de participation de l'époque étaient particulièrement élevés. Ce qui était satisfaisant, qui rendait compte de ce que tout le peuple camerounais, d'une manière générale, se sentait concerné par les affaires politiques du pays. Et on a vu cet état d'esprit se déliter progressivement à partir des élections de 97 jusqu'à aujourd'hui. Le délitement des aptitudes de l'opposition à mobiliser les gens c'est avéré comme une préoccupation au sein de la grande famille de l'opposition, jusqu'à ce que nous arrivions à ce que nous avons aujourd'hui, des taux d'abstention qui n'ont jamais été égalés et qui augmentent. En 2018, à l'élection présidentielle, on avait 46% de taux d'abstention. C'est-à-dire que parmi les 6,5 millions, moins de 7 millions d'ailleurs, très moins de 7 millions, 6 millions, tout de 6 millions 600 000 inscrits, vous avez eu à peu près 3 millions, 6 ou 7 d'inscrits qui ne sont pas venus voter. Et ces électeurs-là, nous savons qu'ils ne sont pas les électeurs du régime. Parce que les électeurs du régime, lorsqu'on observe la vie politique d'une manière générale, les électeurs du régime sont conscients que leur régime est en difficulté et ils se mobilisent. Absolument. Mais lorsqu'on est passé de l'élection présidentielle aux élections législatives de février dernier, on se rend compte que le taux d'abstention a augmenté. On était inscrit à peu près 6 700 000 inscrits et on a frôlé la barre de 4 millions d'abstention. D'accord. Ce qui montre que tout se passe comme si les batailles politiques intéressent de moins en moins nos compatriotes. Donc, on a aussi observé des phénomènes d'une espèce d'apathie à l'appel à certains mouvements de contestation de l'ordre politique. On en parle plus loin, le temps peut-être de... Voilà, disons qu'on s'est rendu compte que la capacité que l'opposition en 90 jusqu'en 92 et même un tout petit peu après 92 avait à appeler les gens, par exemple, à descendre dans la rue pour s'exprimer contre le régime, cette faculté a disparu. Justement, ça permet de relancer et de permettre à Franck ici d'avoir également son premier jet. Quand on observe peut-être un certain nombre d'éléments, les arguments politiques, les projets proposés face au RDPC, les hommes qui proposaient, est-ce qu'on peut se dire que, en termes de qualité, en termes de force, de capacité, ces aspects-là sont différents aujourd'hui? Je veux dire que, y avait-il des porteurs de slogans, de projets, de volonté plus gourmands, si je peux le dire comme ça, il y a 30 ans qu'aujourd'hui? Disons qu'il y a 30 ans, c'était un moment d'abord inédit, parce qu'on sortait de plusieurs décennies de partis uniques. Parce qu'il faut le rappeler peut-être pour ceux qui ne savent pas, avant la proclamation de l'indépendance le 1er janvier 1960, on avait au moins 84 partis, dont le multipartisme a précédé l'accession à l'indépendance. Et de 1966 aux années 90, on est retourné au parti uni. Et le fait qu'on revienne au multipartisme était quelque chose qui a été perçu par les populations comme une opportunité historique, un moment décisif à saisir pour en finir avec un régime qu'on avait connu sous Ahidjo et puis sous Biya. Donc c'était un moment inédit qui a permis beaucoup d'espoir et qui a fait en sorte que le peuple n'était peut-être pas très exigeant
dans le suivi des figures qui lui étaient présentées. Mais entre 1990 et aujourd'hui, l'eau a coulé sous les ponts. Donc, l'épreuve du temps a permis de voir un peu les forces et les faiblesses des nouvelles organisations politiques qui ont émergé, a permis parfois à certaines parties de l'opinion de perdre leurs illusions quant à la différence qui pouvait exister entre ces nouveaux entrepreneurs politiques et le régime en place. Et surtout, il faut aussi dire qu'il y a des éléments qu'il ne faut pas évacuer, qui sont de l'ordre structurel. Le premier élément d'abord, c'est le fait que, si vous voulez, le peuple des années 90, ce n'est pas le peuple des années 2020. Il y a, d'un point de vue démographique, une nouvelle génération qui est émergée. J'en suis, par exemple, l'expression. Dans les années 90, je crois, peut-être j'étais encore au jardin, donc je n'étais même pas conscient de ces enjeux. Et je dois dire que nous autres générations d'aujourd'hui, génération Android, entre guillemets, qui voyons ce qui se fait ailleurs, on est peut-être plus exigeants et on est peut-être parfois plus dépolitisés. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas, d'un point de vue structurel, évacuer, si vous voulez, le système dans lequel on vit, où l'administration n'est pas à équidistance de toutes les formations politiques, où les lois ne sont pas des lois équitables, fair play, qui favorisent notamment la loi électorale, la libre expression de tous les acteurs et la prise en compte réelle du suffrage des populations. Il y a des iniquités diverses dans le financement. Il y a le fait que quand vous allez par exemple à l'élection au Cameroun contre le RDPC, vous n'affrontez pas que le RDPC, mais vous affrontez tout l'appareil de l'État. Et ça, ce n'est pas à disqualifier pour apprécier les résultats entre guillemets, parce qu'il faut les prendre entre guillemets de certains acteurs. Maintenant, si on arrive donc à ces acteurs, il faut donc dire aussi que ce qui est évident, c'est qu'il y a un déséquilibre flagrant en termes de force, en termes de déploiement entre les forces dites de l'opposition et le parti État qui se confond à l'administration. Ça, c'est incontestable. Mais je ne crois pas qu'au niveau de la qualité, au regard de l'état du pays, au l'état des résultats en termes de gouvernance, les leaders de l'opposition aient à rougir fondamentalement en termes de complexe par rapport à ceux qui sont au pouvoir. Georges Teghem, je veux dire que le pluralisme était également nouveau pour votre parti politique, qui n'avait jusque-là pas fait face à des contradictions idéologiques. Est-ce qu'au fil du temps, le RDPC a appris à connaître les adversaires, leurs méthodes de fonctionnement et appris à les contourner pour qu'ils aient peut-être affaibli leur impact sur les militants et les Camerounais? Moi, je pense que le problème se pose, de mon point de vue, de manière un peu différente. Je suis de ceux qui pensent que lorsque l'on a un échec dans sa vie, il faut se poser des questions sur soi-même et sur ses capacités par rapport à l'objectif qui était recherché. L'opposition camerounaise, dès le départ, s'est comportée. Après, ça, c'est mon point de vue que je vais défendre. S'est comporté un peu comme s'il était question de lutter contre le Cameroun. Il faut voir les thèmes du départ. En 1990, c'était quoi? Ville morte, désobéissance civile. C'était pays mort jusqu'à une conférence nationale souveraine. C'est-à-dire que l'opposition camerounaise à l'époque avait des thèmes qui ont amené les Camerounais à se retourner contre l'opposition. Le devoir de l'opposition, c'est d'abord le respect du minimum consensuel. Le minimum consensuel, c'est la République. La République, c'est le Cameroun. Dès qu'on dit Cameroun, on pense tous Cameroun. Et maintenant, dans le développement du Cameroun, il peut y avoir des disparités ou des différences d'approche. Or, l'opposition camerounaise, il vous souvient que dans les années 90, l'opposition camerounaise était pour ville morte et était même pour l'année blanche. Mais c'est très grave lorsqu'une opposition est pour l'année blanche. Parce que lorsque vous prenez ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'enseignement, les enseignants qui en 1990 avaient 20 ans, est-ce que vous imaginez qu'aujourd'hui ils ont 50 ans? Et si à l'époque, les thèmes de l'opposition avaient prospéré, ça veut dire que ces gens n'auraient pas reçu la formation. Or aujourd'hui, grâce à la formation qu'ils ont reçue, ils sont en train de restituer à l'État camerounais ce que l'État leur a donné à l'époque. Et comment? Il y a encore quelques jours, lorsqu'on a annoncé la rentrée pour le 1er juin, l'opposition a encore fait une sortie pour dire que nonobstant le corona,
Pourquoi on prend la décision d'envoyer les enfants à l'école? Comme si le Cameroun devait s'arrêter. Comme si ceux qui, à 30 ans, de la formation de la République, comme si ceux qui, à 30 ans, avaient bénéficié de la formation de la jeunesse, ne devaient pas se soucier de cette jeunesse qui, aujourd'hui, a aussi besoin d'une formation qu'elle devra demain dispenser en restituant à l'État ce que l'État lui a donné. Donc, de mon point de vue, l'opposition camerounaise en elle-même doit s'interroger sur ses propres capacités et sur ses thèmes. Il faut que l'opposition camerounaise comprenne qu'en République, je ne suis pas un donneur de leçons. La première valeur, c'est l'État. Je prends un exemple, la France. Lorsque le président Macron gagne l'élection, il vous souvient, c'est le président Fabius qui est au Conseil constitutionnel. Monsieur le Président, vous avez été élu par une majorité d'eux. Monsieur le Président, pour être un homme de son pays, il faut déjà être un homme de son temps. Homme de votre temps, assurément, vous l'êtes. Monsieur le Président, vous devez défendre la France. Vous devez défendre son rang dans le monde. Vous devez défendre la France de métropole. Vous devez défendre la France de l'outre-mer. C'est-à-dire que les missions sont des missions de service public, sont des missions républicaines. Et M. Fabius n'est pas du même camp politique qu'Emmanuel Macron. Et à cette occasion, il y avait une pléthore de membres de l'opposition. Ça veut dire qu'il y a des thèmes sur lesquels il ne faut pas jouer en République. Il faut toujours mettre la première valeur, qui est la valeur Cameroun. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure en ce qui concerne les régions du Nord et du Sud-Ouest. Merci. Le Cameroun doit d'abord passer. Maintenant, sur les thèmes, il faut toujours penser. Sur les thèmes, il faut toujours penser à des thèmes qui vont dans le sens de l'œuvre de construction du pays. Marc Sorbo, justement, on va le redire, ce détachement, cette impression de non-suivi finalement des mots d'ordre, on a pu observer quand même qu'il y a un certain nombre de nouveaux partis, de nouvelles figures politiques, souvent de nouvelles méthodes et stratégies. Est-ce qu'en voulant s'adapter au fur et à mesure, au fil du temps, sachant évidemment que d'une part, les lois ont également évolué en termes de liberté de manifestation, de célébration et autres, est-ce que dans cette volonté de vouloir s'adapter à l'ère du temps, l'opposition n'a pas laissé quelque chose en chemin? Est-ce que l'opposition ne s'est pas essoufflée 30 ans plus tard dans cette bataille, dans cette volonté, allant sur plusieurs fronts? Non, Dipita, la question a tout son sens. Mais j'ai un souci avec le thème. Parce qu'on parle de... On veut voir si l'opposition peut mobiliser 30 ans après. Alors, mais moi, je suis embêté parce que si je me situe dans les années 90, je parlerai de l'opposition par rapport au gouvernement. D'accord. L'opposition par rapport au gouvernement. Mais si je me situe dans le contexte actuel, je voudrais me poser la question, on parle de quelle opposition? Est-ce l'opposition par rapport à l'opposition ou l'opposition par rapport au gouvernement? Pour dire que quoi? Pour dire en réalité que les contextes ne sont pas les mêmes. Quand vous regardez les années 90, j'ai envie de dire, les partis d'opposition semblaient regarder tous vers la même direction. Et de ce point de vue, justement, c'était très facile aux partis d'opposition de se mettre en commun dans le but, justement, d'atteindre un objectif précis. Bon, alors, dans les années 90, quand vous parlez des libertés de manifestation et autres... Peut-être pour je veux dire qu'en 90 également, il y avait ces partis qui n'étaient pas forcément dans la coordination. À l'époque, tout jeune, on a connu personne, Emma Otto PPW, par exemple, oui, qui était candidat à la présidentielle contre le président Biya. On a connu le PAL, qui était un parti de la majorité. On a connu plus tard le MDR. Il y a quand même eu également, si vous voulez parler de plusieurs oppositions, revenir en contexte, il y avait également à l'époque un certain nombre de partis qui n'étaient pas des partis tenant le pouvoir, mais qui ne partageaient pas forcément les mêmes démarches, les mêmes méthodes, les mêmes points de vue que d'autres partis d'opposition qui notamment, par exemple, ont appelé aux villes mortes. Très bien, M. Dipita. Il est évident d'une chose. Lorsqu'on se situe dans les années 90, effectivement, il y avait plusieurs partis d'opposition, je peux ainsi dire. Absolument. Mais il se trouve que la mentalité
n'était pas forcément la même aujourd'hui. Parce que vous avez des gens qui vous disent, on avait des partis effectivement qui étaient une véritable opposition, d'accord, qui avaient justement pour but la quête du pouvoir. Il y avait justement la quête du changement. Vous comprenez? Bon, c'est certes vrai, il y avait justement des partis qui pouvaient justement peut-être être des alliés du pouvoir. Okay? Mais le problème aujourd'hui, quand on se retrouve, en fait, je parlais tantôt des libertés à manifestation. Quand c'est sur les années 90, c'était très facile pour un parti justement de faire ses meetings, d'organiser un ensemble d'activités. C'était encore très facile. Alors maintenant, si on se situe 30 ans aujourd'hui, par rapport à 90, il y a effectivement certes des partis d'opposition. Mais la question c'est, est-ce qu'on peut faire une comparaison entre les partis d'opposition de 90 avec les partis d'opposition de 2020. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui même, je crois que les partis dits d'opposition, on les compte véritablement entre les doigts d'une main. Vous en comptez combien? Bon, je crois qu'il y a plus de 250 partis politiques, mais il est évidemment que pour moi, quand je regarde la sphère politique camerounaise, je pense qu'on peut se retrouver même dans 5 partis d'opposition. Hein. C'est possible. J'ai dit, ça se compte sur le bout des doigts d'une main. Vous comprenez? Donc, je ne voudrais pas parler justement des partis d'opposition qui apparaissent parce que il y a une élection haute là. Vous comprenez? Je veux dire, je fais allusion aux partis d'opposition qui se retrouvent sur la scène. Bien que les idéologies pouvant être totalement différentes, mais je dis tout simplement qu'il y a un type de parti d'opposition que nous pouvons observer et qui pose parfois des actes et on advient à se poser la question, est-ce que ceux-là sont effectivement à la quête du pouvoir? Est-ce que ceux-là effectivement veulent le changement? Donc on peut questionner de ce côté. C'est ce qui m'a amené à parler à un moment donné. Est-ce qu'on parle de l'opposition par rapport à l'opposition ou alors on parle de l'opposition par rapport au gouvernement? Vous et moi, nous savons très bien qu'il y a une tendance que j'appellerais l'opposition de l'opposition. Et du coup, ça fait de moi, j'ai l'impression que le sujet pour moi peut être ambigu. D'accord. Franck, ici, alors si on interroge peut-être les méthodes, un certain nombre d'hommes politiques qui ne sont pas proches du pouvoir estiment que, je l'évoquais tout à l'heure, la loi par exemple, et Marx l'a également dit, ne permet plus systématiquement aux partis de se réunir, bien qu'on donne l'impression que sur les textes, avec la déclaration, cette liberté est garantie. Les méthodes également observées par les autorités administratives sont très souvent contestées par un certain nombre de partis politiques. Vous vous dites, c'est cet aspect-là qui empêche aujourd'hui que les gens adhèrent aussi facilement au mot d'ordre, surtout que si on observe encore les plus récents événements, notamment concernant les militants du MRC en 2019, ça vous dit? Écoutez, il y a plusieurs choses dans votre question, mais je vais y répondre tout en faisant aussi un clin d'œil à M. Tegen, qui a donné pour ma part un diagnostic très biaisé. Vous parlez de la question de est-ce que structurellement, par le comportement, par les pratiques de l'administration publique camerounaise, il y a des obstacles qui expliquent la faible mobilisation. J'ai envie de poser d'abord la question, qui mobilise au Cameroun? Qui mobilise? Et à quoi reconnaissez-vous cette mobilisation? Même le RDPC qui se targue d'être au pouvoir, de gagner les élections, si on regarde le potentiel de personnes qui peuvent s'inscrire, si on a 6,7 millions, ce n'est pas grand-chose. Quand on regarde maintenant l'échantillon qui vote effectivement, à peine, on est au-dessus à peine de 3 millions. Donc il y a une crise générale de la mobilisation. Laissez les politiques, regardez les questions sociales. Les syndicats, est-ce qu'ils arrivent à mobiliser? Vous, les journalistes, récemment, vous étiez dans la rue, vous étiez combien? Donc j'ai envie de dire que on se moque de qui quand... Je pense même que les partis politiques restent dans le contexte camerounais, les organisations sociales qui mobilisent encore plus que d'autres. On vous a vu les syndicats, on a vu d'autres corporations. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Ça fait partie du bloc de questions, puisqu'on a en comparaison de deux époques. Non, et il ne faut pas aussi, si vous voulez, regarder le passé en réécrivant l'histoire. Déjà, premièrement, je tiens à ce qu'on précise, parce que quand on dit l'opposition, je pense qu'il faut évoluer dans l'appréciation des forces en présence, parce que l'opposition ne veut plus rien dire. L'opposition, ça regroupe ceux qui ne sont pas au pouvoir. Mais dans ceux qui ne sont pas au pouvoir, il y a plusieurs visions différentes de la façon de gérer le pays. Mais ce qui n'est pas trop différent de ce qu'il y avait 30 ans. Je voudrais qu'on soit d'accord. Il y a 30 ans déjà, il y avait déjà
plusieurs camps. L'Union du changement n'était pas le seul regroupement. Je me rappelle que M. Ndamjoya était candidat à l'élection présidentielle. Je me rappelle que M. Kindi, je me rappelle qu'il y avait d'autres acteurs. Absolument. Et il y a même d'autres qui avaient estimé que tout ça, c'était de la mascarade. Donc le schéma est identique. Tant qu'on n'avait pas fait la conférence souveraine, tout ce qu'on faisait, c'était un accompagnement, une reproduction du régime. Donc il ne faut pas faire comme si toutes ces forces-là parlaient d'une même voix. Ça, c'est une réécriture de l'histoire. Je veux simplement dire que... Et aussi à l'époque, même lorsqu'on lançait les mots d'ordre de ville morte, etc., ce n'était pas la même participation, la même adhésion sur l'ensemble du pays. Et ça restait une minorité active qui contraignait le reste de la population à appliquer les mots d'ordre. Je le dis parce que dans ma famille, j'ai des gens qui, dans un camp ou dans l'autre, ont été acteurs de cette époque-là. N'empêche donc que les faits étaient réels, je veux dire que comparativement à aujourd'hui. Non, si les faits étaient réels, ils auraient pu par exemple modifier le rapport de force et avoir une conférence nationale souveraine, de mon point de vue. Ce qu'on a obtenu dans d'autres pays africains à la même période. Donc c'est même pour dire que même si la mobilisation semblait importante, elle n'a jamais atteint le seuil critique qui permet de modifier substantiellement le rapport de force. Donc une fois ceci dit, il ne faut donc pas, si vous voulez, enjoliver le passé, il faut regarder donc le contexte, les structures dans lequel on se déploie. Et là, je reviens avec vous pour dire que oui, notre administration est une administration zélée, militante. Et lorsqu'on est dans un pareil contexte, contrairement à ce que M. Tegem dit, la manifestation pacifique, la désobéissance civile est une modalité d'action politique. Et il ne s'agissait pas de décennie blanche pour l'école. Il s'agissait d'une année blanche qui est une modalité d'action exceptionnelle, c'est-à-dire un mot d'ordre qu'on prend sur soi d'assumer, de lancer, parce qu'on est un moment critique de l'histoire. Vous n'avez pas me dit, par exemple, pour les jeunes qui se battaient en 1976 dans l'Afrique du Sud, apartheid, qui dénonçaient la ségrégation dans l'éducation, que faire l'année blanche, c'est quelque chose qui n'est pas républicain. L'Afrique du Sud était une république, mais de quelle république il s'agit? Il y a la république proclamée, sur les principes, sur les papiers, il y a celle qui est vécue. Entre un oppresseur et un opprimé, on ne peut pas avoir le même contenu, on ne donne pas le même contenu aux mots. Donc, ceci dit, je suis revenu aujourd'hui pour dire non. Je pense aussi que, même s'il y a cet environnement difficile, il est de la responsabilité des gens qui, en s'engageant en politique, se donnent un objectif de transformation de la société, de développer des stratégies qui tiennent en compte toutes ces réalités, qui tiennent en compte la réalité de la mentalité de la population, la peur, l'ignorance, qui tiennent en compte l'adversité, c'est-à-dire le fait qu'on a une administration qui ne joue pas franc jeu, on a des lois qui sont piégées et qui se battent en utilisant toutes les armes. Et ce que moi je vais dire à M. Tegem pour sortir, c'est que je ne vais pas le rassurer. Moi, je ne vais pas obéir aux lois qui sont structurées, qui sont définies pour permettre à quelqu'un ou un camp de conserver son pouvoir. Donc, tant que j'estime que j'ai la légitimité morale et j'ai la justesse de ma cause, tant que je ne nuis pas fondamentalement à la vie ou aux intérêts d'autres personnes, je vais faire la désobéissance civile. C'est une modalité de la lutte. Maintenant, par rapport aux Camerounais qui nous regardent, il faut qu'ils cessent de se poser la question en termes de que fait l'opposition. Je pense que si on avait une masse de Camerounais qui étaient des citoyens et non des objets non identifiés entre le sujet et le citoyen, c'est-à-dire c'est des gens qui sont conscients de leurs droits, qui savent qu'ils n'ont pas besoin de l'opposition pour revendiquer qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait de l'électricité, que ceux qui gèrent les deniers publics rendent des comptes, soient performants. Mais si on avait des citoyens organisés, structurés et réactifs, l'opposition viendrait maintenant en appui des luttes populaires pour montrer ce qu'elle peut faire en mieux et en plus que le régime qui est en face. Donc c'est pour dire qu'en fait, je ne sors pas là, en termes de culture politique, on a besoin de diffuser un peu plus la culture de l'engagement civique, de la culture démocratique, de la participation. Et c'est ainsi qu'on va élever tous le niveau de la sociabilité dans notre pays. Mais sur l'impact ou l'incidence, le rôle même de l'administration durant ces périodes-là, est-ce que ça a pu avoir un effet sur la perception que les populations ont vis-à-vis de la mobilisation? C'est à moi que vous posez la question. Oui, oui, Maître Tegem. Je dois vous dire une chose, je suis toujours très surpris par les propos de M. Frankessi, mais j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Sauf que, à la différence de lui, moi je pense que il se comporte comme si il ignore, si vous voulez, le destinataire du message. Il faut savoir une chose, que l'on soit du RDPC, que parti au pouvoir ou l'opposition, il y a un destinataire du message. Le destinataire, ce sont des Camerounais. Et les Camerounais sont des gens, contrairement à ce que vous pouvez penser, très avisés. Ce qui fait que lorsque vous prenez un discours et vous dites par exemple que la désobéissance civile est une modalité d'expression politique, mais ceux qui vous écoutent, à un moment, ils s'interrogent et se disent que mais moi, par exemple,
moi, Tegem, quand je vois ce que le gouvernement ou alors mon pays m'a donné, et aujourd'hui, vous venez me dire que c'est à tort que le 1er juin, les enfants devaient aller à l'école. Quand vous venez dire à la télévision que le gouvernement n'a rien fait pour ces enfants qui doivent être formés, alors que celui qui a reçu cette éducation a le devoir de restituer à l'État ce que l'État lui a donné. Et le destinataire du message, c'est-à-dire le Camerounais lambda, quand il écoute ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais cette opposition est irresponsable. Parce que quand il est chez lui avec son enfant, et son enfant au CM2, il constate que l'enfant va recevoir un enseignement, l'enfant va recevoir une formation. Et que vous, au contraire, dans votre discours, vous dites que non, il ne faut pas y aller. Il dit, mais ces messieurs, est-ce qu'ils savent qu'il s'agit de la formation? Vous faites semblant de déformer le propos, là. Non. Vous faites semblant de déformer le propos. Vous allez Il y a les possibilités possibilités de faire des grèves. Vous êtes juriste, vous savez ça. Vous allez réagir. Il y a des possibilités de faire des manifestations. Ça n'a rien à voir à un sujet particulier. Je peux revenir sur cette affaire des écoles. Vous reviendrez tout à fait. On en parlera. C'est l'exemple que je prends. Non, c'est un mauvais exemple. Pour élucider mon propos. C'est un mauvais exemple. Non, écoutez. Vous êtes plus intelligent que ça. Monsieur Frankessi, on est en démocratie. Je vois comment vous utilisez la manipulation. On est en démocratie. Allez-y. Et convenez avec moi que nonobstant votre approche, j'ai une approche tout à fait différente. Oui. Vous avez par exemple une approche sur l'administration camerounaise. Je n'ai pas la même approche que vous. Pour moi, l'État camerounais est un État complètement indépendant. Pour moi, le Cameroun est une république qui a des règles et des valeurs. Et contrairement à ce que vous dites, notamment le code électoral camerounais, je le pratique, je peux vous dire, c'est l'un des meilleurs. Non, écoutez. Donc, vous reviendrez, si vous voulez, c'est-à-dire que si vous voulez qu'on aille sur les principes, comme les principes de la loi. D'abord, à la période d'inscription sur la liste électorale, c'est des commissions mixtes. Les partis politiques ont le droit de participer. C'est-à-dire que si les partis politiques ne le font pas, c'est parce qu'on ne lit pas le texte. Et ensuite, lorsqu'il y a élection, les partis politiques ont le droit d'avoir des représentants dans les bureaux de vote. Et lorsqu'il s'agit des élections locales, c'est les commissions communales de supervision qui proclament les résultats sur le terrain et directement. Et dans ces commissions, je vais vous dire, le président de la commission a même l'obligation de nommer des scrutateurs, c'est-à-dire des personnes et 5 scrutateurs. Ça veut dire que quand vous prenez les textes en eux-mêmes au Cameroun ne sont pas mal faits. Mais l'opposition, qu'est-ce que l'opposition fait? L'opposition donne la sensation aux Camerounais qu'il est question d'aller en rébellion contre tout et non de construire un pays. L'opposition donne la sensation qu'il n'est pas normal que les enfants rentrent à l'école alors qu'il est question de former la jeunesse et le Cameroun de demain. Puisque ceux qui aujourd'hui sont en train d'être formés, demain devront restituer à l'État ce que l'État leur a donné. Elim Bilobé, puis vous reviendrez. Abel Elim Bilobé, je vous introduis cette fois-ci avec, si on fait un peu un schéma, une passerelle, un parallèle entre la qualité des hommes, la qualité des discours d'il y a 30 ans et ceux d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut y trouver des raisons, des arguments qui pourraient se ramener au thème et interroger la mobilisation? Bien sûr. Je suis de ceux qui pensent que la qualité des hommes qui produisent l'action politique est très importante pour que cette action-là emporte l'adhésion. C'est évident, ça. Vous croyez que c'est n'importe qui aurait pu être à la place de Mandela en Afrique du Sud? Est-ce que c'est n'importe qui aurait pu être à la place de Oumyobé dans les années 40, etc. La qualité des hommes est un élément déterminant. Je peux surprendre quelques-uns d'entre nous. Ce genre de débat, il est souvent important que ceux qui en parlent aient été des acteurs. Parce que quand vous avez pris le train à cours de route, vous avez une analyse qui semble généraliser les choses ou bien qui est très circonstancielle. Bon, là vous interpellez le casting des invités. Je voudrais simplement... Non. Je voudrais dire que... Même ceux qui nous écoutent. Ah, d'accord. Celui qui nous écoute, qui a été là dans les années 90, et celui qui n'a pas connu les années 90, il nous écoute avec 2 oreilles différentes. D'accord. La première chose que je voudrais dire, c'est que l'inflation n'a pas changé. Elle n'a pas du tout changé. Si elle avait changé, en 90, on n'aurait pas tué les gens à Bamenda pour que le SDF existe. Les interdictions des manifestations des partis politiques, ça date de l'époque du parti unique. Elle n'avait pas changé en 90.
Il n'y avait pas plus de liberté en 90 que maintenant. Au contraire. En 90, il n'y avait pas une unité comme ici l'a dit, dans la vie politique camerounaise. D'ailleurs, même avant les indépendances, en contexte démocratique colonial, il n'y a jamais eu l'opposition qui a parlé d'une bonne voix. Vous savez très bien que dans les années 50 jusqu'aux indépendances, il y avait tous ceux qui étaient des collaborateurs du colon. Il y avait les nationalistes, il y avait ceux qui n'étaient pas du tout nationalistes. Tout le monde n'était pas derrière le projet UPCiste. Quand on va aux indépendances, et même si j'étends un peu les choses à l'échelle de l'Afrique, vous savez très bien qu'il y avait des gens qui ne voulaient même pas qu'on parte de l'AOF ou de l'AEF. Il y en avait qui étaient pour qu'on reste sous le giron français avec des indépendances d'une certaine forme. Donc ça veut dire que ce qui est aujourd'hui n'est pas nouveau. La diversité des options politiques et même des options stratégiques a toujours été ancienne dans la vie politique camerounaise. Mais quand j'ai fini de dire ça, je reviens à ce que vous avez dit qui est pertinent à mon sens. La qualité des hommes. Parce qu'il appartient aux hommes qui mènent le combat de définir les stratégies adaptées à l'environnement et au temps qui est le leur. Ils doivent prendre en compte ce que M. Tegem a dit tout à l'heure était pertinent. Le message politique est destiné à qui? Quel est l'état d'esprit? Quelle est la structure mentale, politique, culturelle de ceux à qui on envoie le message? Donc les messages ne peuvent pas être ipso facto de bons messages. Vous pouvez être dans l'opposition, envoyer des messages qui sont irresponsables. Ça, c'est vrai que ça existe. Ça. Et l'irresponsabilité de ces messages, le premier de ces aspects, c'est quoi? C'est que ça génère des conséquences qui entraînent les destinataires du message, qui ont reçu le message, qui l'ont suivi, par exemple, à adhérer davantage ou à se rétracter. Oui. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que les acteurs politiques qui mènent le combat doivent savoir penser à la définition des stratégies qui sont spécifiques. Ce n'est pas parce que vous avez vu une stratégie marcher en Afrique du Sud ou au Bénin que vous allez croire que vous allez la transposer au Cameroun. Vous pouvez avoir du succès au Bénin, arriver au Cameroun parce que la sociologie de votre environnement est différente de la sociologie béninoise. Vous obtenez des résultats tout à fait différents. Or, il est vrai que l'opposition des années 90 a cru bien de définir une stratégie de combat. Cette stratégie a échoué puisqu'ils ne sont pas arrivés au pouvoir. Ok. Mais après 90, est-ce que les gens ont défini de nouvelles stratégies? Est-ce que les gens se sont remis fondamentalement en cause? Moi, j'ai une réponse, qui est que c'est non. Ils ne se sont pas remis en cause. Ils ont continué dans la même lancée qui était de sous-estimer premièrement la force de l'adversaire, de considérer qu'on pouvait imputer à l'adversaire les responsabilités de notre échec et que l'opinion allait retenir ça comme une vérité. Ça n'a pas fonctionné. Nous savons aujourd'hui que nos échecs, nous avons déjà échoué 17 fois aux élections. Les élections législatives qui viennent d'arriver là, qui consacrent le 17e échec, ont une particularité. Non seulement nous échouons, mais nous passons d'un nombre de députés à l'Assemblée nationale qui était de 36, si je ne me trompe pas, à 28. Et cette baisse est constante depuis 92. En 92, l'opposition entre dans la scène avec 92 députés, globalement. Et globalement, le nombre de députés de l'opposition se met à baisser, y compris dans les communes. Merci, merci. Donc, nous avons quelque chose qui nous interpelle. Moi, j'appartiens à l'école qui pense que la déliquescence de la vie politique, de l'engagement de l'opposition, risque de se poursuivre. Si on continue à se complaire dans des raisonnements
qui n'interpellent pas notre propre responsabilité. Merci Abel Elimbi-Lobert. Merci. Mars, vous allez réagir. Bien, ok. Je voudrais faire quelques observations. Beaucoup plus à M. Teguel. M. Teguel, autant pour moi. Vous voyez, je suis parfois embarrassé. Parce que M. Teguel veut toujours passer un message à l'opinion, aux populations. Laissez croire qu'on doit avoir une opposition qui doit fonctionner en tenant compte justement du chemin tracé par ses amis du RDPC et de son gouvernement. Et c'est ça qui est embêtant. Parce que toujours laisser croire aux populations que non, vous avez une opposition qui ne fonctionne pas dans le respect des règles de l'art, vous avez une opposition qui empêche des enfants d'aller à l'école en prenant pour référence la rentrée de juin avec le Covid-19, j'ai envie de vous dire, M. Teguel, et puis ça je le dis vraiment avec la main placée sur le cœur, des gens qui ont dit ce n'était pas nécessaire, qui sont interrogés sur l'opportunité d'envoyer des enfants à l'école le 1er juin. Mais des gens posaient des questions. Il fallait maintenant faire des diagnostics pour voir est-ce qu'on doit envoyer les enfants à l'école ou pas. Mais venir toujours laisser croire. Bon, écoutez, la réalité est même simple. On a laissé des écoles, non? Vous pouvez me dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'école. On peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'école. On a annoncé qu'on a détecté quelques cas de Covid-19. Il faut qu'on arrête un peu cela. Des gens posent un diagnostic, des gens font une analyse. Il peut s'avérer que par la suite, l'analyse s'avère infructueuse. Mais il ne faut pas toujours laisser croire que dès que l'opposition pense, ou bien dès que les gens pensent différemment que vous, alors on n'est pas républicain. Parce que vous avez une expression que vous aimez bien balancer de temps en temps, la République. Vous seul, vous savez dans votre imagination ce que vous mettez dans la République. Je voudrais donc également revenir sur mon ami Abel Elimbi-Lobert. Avant de revenir, vous avez fait allusion au code électoral. Vous avez dit que le Cameroun avait un très bon code électoral, je vous le concède, mais je vous fais quand même observer que même l'État est d'accord que justement notre système électoral a des insuffisances et qu'il faudrait justement améliorer. C'est une observation juste en passant. Maintenant, quand je suis M. Abel Elimbi-Lobert interroger la qualité des acteurs, j'ai dit oui. Vous dites également qu'il faut tenir compte du contexte. Est-ce que ce qui s'est passé en Afrique du Sud, on aura le même résultat ici? Je vous dis encore oui. Vous pouvez bien questionner, c'est tout à fait légitime. Mais maintenant, il faut se poser la question. C'est pourquoi je vous ai dit que on doit arriver à se poser la question. Pourquoi les mots d'ordre ne sont pas respectés? Parce qu'en réalité, si tout est normal et que vous donnez des mots d'ordre, vous devez quand même trouver la majorité adhérer. Si justement votre mot d'ordre est fondé et si c'est réel, si ça a un sens, des gens peuvent pouvoir adhérer. M. Abel Elimbi-Lobert. Maintenant, il faut aussi s'interroger. Pourquoi justement ces mots d'ordre ne sont pas respectés? C'est pourquoi je parlais tantôt, je vous disais qu'il y avait... Est-ce qu'on parle de l'opposition par rapport au gouvernement ou bien de l'opposition par rapport à l'opposition? Parce que j'ai envie de vous dire en toute sincérité, nous avons aussi des partis d'opposition qui travaillent justement à freiner justement l'élan des partis d'opposition qui pensent justement qu'il faut conduire les populations vers le changement. On dit que ce n'est pas nouveau. Hein. Le phénomène est... Non. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans tout Monsieur Abel Elimbi-Lobert, j'ai observé. Petite minute, Je vous en prie. En 92, il y avait des gens qui voulaient aller aux élections. Oui, et d'autres qui ont dit qu'ils n'y vont pas. D'accord. Bon, mais je termine avec un petit détail. Oui. Vous venez de faire un raisonnement. Sauf que vous ne m'avez pas laissé terminer. Non, vous allez reprendre votre... Je m'arrête juste à votre raisonnement. Allez-y. Qui est très pertinent. Je lance des mots d'ordre. Oui. Si ces mots d'ordre sont pertinents, la population doit pouvoir y adhérer. C'est ce que vous avez... Attendez, allez-y. C'est ce que vous venez de dire. Allons-y. Je vois mon ami à contrario, que si la population n'adhère pas, ça veut dire que les mots d'ordre sont on n'en est pas là, effectivement. C'est tout ce que je voulais faire observer. Bien, c'est une observation. Et pour dire que l'introspection devient donc importante. Pourquoi nous lançons des mots d'ordre et les gens n'adhèrent pas? C'est ça le débat. Écoutez, je vous ai dit que pour vous, les contextes semblent être les mêmes. Pour moi, les contextes peuvent ne pas être les mêmes. D'accord? Alors, je vais dire ceci. Regardez un peu l'environnement politique dans lequel nous exerçons. D'accord? Vous avez bien des lois qui sont taillées aux mesures. Je vais vous dire, M. Abel Elimbi-Lobert, vous n'ignorez pas. Si vous décidez aujourd'hui avec votre parti de tenir un meeting, de tenir des manifestations, disons même un meeting, d'accord? Parce que les meetings ont également la particularité, c'est d'éduquer les populations. D'accord? Alors, si vous décidez de tenir un meeting,
vous êtes d'accord avec moi, nous sommes dans le régime de la déclaration. Très vite, vous allez déposer votre déclaration, mais très rapidement, on va vous dire trouble à l'ordre public. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Écoutez-moi. C'était comme ça avant Est-ce que 90. vous pouvez souffrir, m'écouter? Oui, mais vous me dites des choses, vous voulez m'expliquer le présent à partir des faits que vous considérez comme des nouveaux faits. Et je vous apprends tout simplement que peut-être que vous venez de découvrir ça. Laissez-le poursuivre. Mais ça a toujours été comme ça. L'opposition s'est formée dans ce contexte. Quand en 90, Fround dit qu'il lance un meeting, on interdit ce meeting. Merci, écoutez. Fround lance un meeting. Je vais quand même vous dire une chose, je vais vous rassurer une chose, que je fais quand même partie de cette génération. Donc rassurez-vous, je ne suis pas né, je suis pas né avant 90. Vous comprenez? Non, je ne suis pas né les années 90. Je suis bel et bien né avant. Dans les villes mortes, j'ai eu le temps de vivre les villes mortes. Donc je ne suis pas totalement étranger aux villes mortes, même si j'étais quand même encore jeune, d'accord? Mais j'ai quand même vu des aînés voir dans les villes mortes. Poser des questions. À quel niveau de jeunesse? Écoutez, monsieur Abel. Si vous aviez 10 ans. Max, allez-y. Non, je suis désolé. Votre perception, l'autre lecture que vous aviez quand vous avez 10 ans et celle que vous avez aujourd'hui. Vous souffrez. Quand je vous dis que j'étais jeune, vous croyez que j'avais quel âge? 5 ans, 2 ans? Mais si c'est à vous, et c'est à dire qu'il avait 10 ans. Allez-y dans la Donc quand Essi parle, je comprends qu'il parle du contexte d'aujourd'hui et je peux comprendre il peut parler du contexte d'aujourd'hui, mais il n'empêche pas qu'il a l'histoire. Il peut parler du contexte d'aujourd'hui, mais il a l'histoire. Alors, ce que je voudrais dire, M. Abel, vous m'avez coupé, et puis ça arrange peut-être M. Tegel. Non, ça, je ne vois pas. Allez-y. Ce que je veux dire, M. Abel et Biloubin, je voudrais donc dire ceci. Vous avez donc, aujourd'hui, si vous voulez tenir votre meeting, très rapidement, vous déposez une déclaration. D'accord? Très rapidement, on voit en cela trouble à l'ordre public. Alors, les meetings sont justement faits pour éduquer et former même les populations. Alors, du coup, quand on vous empêche, d'accord, de rassembler les masses, donc que vous voulez ou pas, on met justement des barrières pour vous empêcher de mobiliser et donc d'atteindre un objectif que vous vous êtes fixé, par exemple. Alors, de l'autre côté, quand l'appareil du RDPC ou bien du gouvernement, ou bien du parti au pouvoir, quand il décide de faire le meeting, vous avez vu qu'on n'a jamais interdit les meetings du parti au pouvoir. Une fois qu'on a fait... été comme ça? Non, écoutez, une fois qu'on a fait ça, même si ça a toujours été comme ça, M. Abel Biloubin, il est clair que par rapport à avant, aujourd'hui, c'est encore plus rude. Non, attendez. Au contraire. C'est plus rude. L'interdiction de faire des simples réunions date du parti unique. Il n'y avait pas de parti. Écoutez. On était arrivé juste au stade où il n'y avait pas de parti. Avant d'arriver au stade où il y a des partis. Ce que j'ai envie de dire. Donc c'était plus dur avant. Monsieur Abel Emilio, ce que j'ai envie de dire. C'est à votre honneur d'avoir fait avancer les choses. Je vous en prie. Je vais chuter par là. Je veux leur dire, quand je dis qu'il faut parfois questionner pourquoi les mots d'ordre ne sont pas respectés. Les mots d'ordre ne sont pas respectés, pas parce que les populations n'adhèrent pas. Vous avez deux facteurs à prendre en considération. Vous avez premièrement le gouvernement qui a son appareil répressif parce qu'on est un gouvernement qui ne sait que faire ça, vous pouvez organiser une réunion même dans un domicile privé, je ne vous l'apprends rien. Nous avons vu la police entrer justement pour mettre fin à des réunions d'autres privés. Maintenant, de l'autre côté, vous avez effectivement des gens que j'appelle des partis de l'opposition, peut-être satellites, qui vont justement entrer en mouvement pour montrer, pour faire une campagne de sabotage, pour montrer en quoi vous êtes en train de créer une rébellion. Il ne faut pas toujours voir que chaque fois qu'on dit il y a ceci, on voit une désobéissance. Encore que l'opposition même, je peux décider de désobéir. Tout dépend justement quel est le but à atteindre. Merci. Vous réagissez. Oui, il y a beaucoup d'éléments. Je commencerai par dire qu'il n'y a pas une relation automatique entre le lancement d'un mot d'ordre et le suivi des populations. Je veux dire l'explication qui est donnée, que si la population ne suit pas, c'est parce qu'elle n'adhère pas, n'est pas vrai, parce que c'est trop simpliste. Donc, je reprends déjà à mon compte l'argument de la répression, parce que qui est entretenu. Et il ne faut pas faire comme si l'administration a changé. Elle n'a justement pas changé et elle est répressive. Le deuxième argument, c'est que, vous savez, il y a plein de gens, même dans l'administration, dans le régime, qui souhaitent le changement, qui voient comment il y a des dérives qui sont quotidiennes, mais qui n'ont pas la force. Et là où M. Tegem est en train de vouloir déformer notre message, à dessein, c'est un message de réarmement moral. Nous disons aux gens, ne vous trompez pas. Vous êtes dans un régime autoritaire à bien des égards. Et on se débarrasse de l'autoritarisme
en exerçant ses droits, en levant la tête. C'est ce que nous disons aux gens. Et lever la tête, ça peut passer parfois, comme le prévoient les textes que nous nous sommes donnés pour l'instant, qu'il faut même encore étoffer et enrichir pour garantir un peu plus les libertés. Nos textes, c'est-à-dire la Constitution par exemple, prévoit qu'on puisse faire des manifestations pacifiques, prévoit qu'on puisse faire la désobéissance. Donc, pour un juriste venir nous dire que lorsqu'on fait la désobéissance civile, lorsqu'on fait des manifestations, on n'est pas en République, en citant la France, ça m'inquiète. Maintenant, les gros mots comme République, il y a la République islamique en Iran. Il y a la République, il y avait la République sud-africaine qui avait l'apartheid. Les États-Unis sont une république, mais pendant la majorité de son existence, depuis les années 1700, ils avaient l'esclavage. Ils ont continué à avoir la ségrégation. Ça, c'est une chose. Donc, le mot république ne veut pas dire forcément quelque chose. Il faut entrer maintenant dans les pratiques et le fonctionnement réel de l'État au quotidien. Et vous verrez les lois que vous citez, que ce n'est pas parce qu'une loi est bien écrite que l'application est aussi va de soi. Sinon, pourquoi les gens sont en prison? Pourquoi dans les forces de l'ordre, il y a des ripoux? Pourquoi dans tous les corps, il y a des gens qui détournent? Donc, je vais dire que sortir ce genre de raisonnement, c'est vous qui sous-estimez l'intelligence de ceux qui nous écoutent. Maintenant, je vais revenir sur cette affaire d'école rapidement. Pour dire que si nous qui disons, nous nous interrogeons sur la pertinence de la reprise de l'école, alors que le ministre de la Santé nous dit entre juin et les 2 premières semaines de juillet, c'est le pic. C'est-à-dire que c'est la période où il y aura le plus de contamination possible. Donc c'est la période la plus dangereuse. C'est-à-dire que si on a commencé depuis le 6 mars à serrer la ceinture, à restreindre notre mobilité, à prendre toutes les mesures barrières pour éviter la maladie, le moment le plus décisif, où il faut résister, il faut encore être le plus vigilant, c'est cette période-ci. Donc c'est donc normal que si on décide de reprendre l'école, ne serait-ce que même pour les classes d'examen, en tant que parent, là encore, ne prenez pas ceux qui nous regardent. Moi, légitimement, je vais m'interroger, est-ce que les conditions sont réunies? Surtout qu'on est dans un pays où, malheureusement, entre ce qui est dit publiquement et ce qui est appliqué, il y a souvent un écart qui est permanent. C'est votre collègue du RDPC qui parle de ce pays où on a écarté la norme et normalisé l'écart. Donc, vous voyez que ce n'est pas un propos de moi, c'est dans le livre L'Empire de Constant, Monon Djana. Donc, c'est juste pour vous dire que, dans un pareil contexte, la responsabilité parentale veut que vous n'accompagnez pas l'enfant, par exemple, dans le cas du Covid, sans vous être assuré que des conditions étaient créées, et dans le cas du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, sans vous assurer qu'on va pas lui tirer dessus. Une fois que j'ai dit ceci, je rappelle aussi que parmi les gens qui se sont interrogés ouvertement et qui ont menacé de ne pas reprendre l'école, aussi bien dans le Nord-Ouest que ici, là, dans le cas du Covid, il y a des enseignants. Oui. Vous avez dit que les enseignants sont aussi irresponsables. Les enseignants, c'est l'opposition. Donc c'est en ça que je dis que M. Tegep, on peut avoir un débat serein. Vous pouvez nous interpeller sur nos responsabilités, mais ne déformez pas les propos des gens. Ne faites pas de la caricature. Et maintenant, un débat à la hauteur de ceux qui nous écoutent. Et c'est là où je reviens pour dire qu'en fait, notre message à nous, c'est de dire que oui, M. Elim Bilobert, on doit en permanence faire de l'introspection, évaluer où on a péché, qu'est-ce qu'on peut corriger. Je l'ai dit tout à l'heure en disant que il va de la responsabilité des leaders politiques de prendre en compte dans tous ces paramètres, des paramètres autoritaires, le niveau de culture des populations pour construire des stratégies pertinentes. Et il faut être très humble. Je dis très humble quand on n'a pas encore le pouvoir, encore plus humble quand on a le pouvoir. Parce que le but de tout ce qu'on fait, c'est changer la vie des gens de façon positive. Et tant qu'on n'y est pas arrivé, c'est-à-dire même si demain je suis, entre guillemets, le président de la République, mais je n'ai pas changé la vie des gens, non, je dois être à l'écoute et en permanence dans l'évaluation. Merci. Mais une chose, c'est de faire l'auto-évaluation, de s'efforcer, de corriger. Une autre, c'est de ne pas se taire sur la permanence de certaines injustices, sur la permanence de certains dysfonctionnements, sur le fait qu'en face, il y a des gens qui ne jouent pas franc jeu. Et c'est ce dissensus que nous avons sur les règles. Certains, malheureusement, impatients, ne supportant plus, basculent dans la folie, en prenant les armes et en voulant la sécession. Merci. Elim Bilobert, ces dernières prises de parole sera également en termes de conclusion. Donc je pose la question de conclusion, vous allez ajouter les arguments que vous voulez mettre. Est-ce qu'avec le temps, le peuple n'a-t-il pas également appris dans sa formation politique, dans son éducation, dans sa connaissance? Et puis en regardant aussi ailleurs, parce qu'avec l'ouverture des médias et tout ça, le monde est désormais un. Est-ce que le peuple n'a pas appris à s'assagir et faire la distinction pour justement désormais réagir en fonction de ce qui lui est offert? Mais moi, je suis d'avis avec vous. Ce n'est même pas une question qu'il fallait me poser. Je viens de dire que dans les années 90, on sort d'une chape de plomb. Vous voyez très bien qu'il y a un engouement
vers quelque chose. Certains diront que le peuple ne savait pas de quoi il est question. Bon, le peuple savait qu'il s'agissait de liberté démocratique. Le peuple savait qu'on va dorénavant aller aux élections. Le peuple savait qu'on aura dorénavant plusieurs candidats. On pourra enfin choisir. Dans le parti unique, le peuple n'avait pas de choix. Donc le peuple savait que cette lutte, c'était pour obtenir des avancées. Oui. Mais en même temps, le peuple s'est retrouvé devant des acteurs politiques qui ne consolidaient pas sa prise de conscience. Quand Franck Essi évoque la nécessité de ne pas se taire devant des injustices, mais il parle à qui? Il parle à qui? Le peuple sait que c'est le peuple qui vit les injustices. Comment vous pouvez avoir à l'esprit que vous savez qu'il vit les injustices plus que lui-même? Je parle à ceux qui disent que quand nous, on dénonce ces injustices, vous dites, on met les responsabilités de notre échec sur le régime. C'est à vous que je parle. Oui. Je vous réponds donc. Vous avez raison. Je vous réponds, vous avez raison. Le peuple sait qu'il souffre. Voilà, je vous réponds donc en disant que... Et le fait de travailler pour le peuple... C'est pour ça que... Commande de continuer à dénoncer ces injustices. C'est pour ça qu'un discours, si vous le prononcez à l'endroit du peuple, et vous constatez que le peuple... Pourquoi vous dites que ça? Vous avez évoqué quelque chose de pertinent tout à l'heure, que dans l'opposition, il y a des approches différentes. Mon approche est différente de la vôtre. J'ai posé la question tout simplement. Mais pourquoi vous posez la question du RDPC au lieu de demander de quel bord je suis? Non, je n'ai pas posé la question du RDPC. Vous avez demandé? Non, je n'ai pas posé la question du RDPC. Non, c'est bon, allez, en guise de conclusion. Vous n'arrivez même pas à vous concluez. Non, bon, nous sommes dans un contexte où certaines personnes, nous sommes dans un contexte où vous avez dans la vie politique camerounaise de l'opposition ceux qui estiment qu'ils ont la science infuse, que c'est leurs choix qui sont les choix qu'il faut suivre. Quand ils définissent leurs choix, ils ne consultent personne. Mais ils pensent que les autres entités politiques qui se veulent combattantes contre le régime doivent s'inscrire dans leurs choix. Voilà la première ligne de ce que Essi est en train de dire. Le manque d'humilité qui fait que, eh bien, si moi je vois mes choses autrement, je vais développer ma lutte dans une direction qui est différente de la vôtre. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'à un même peuple, vous lui soumettez 36 000 stratégies différentes, 36 000 messages différents, et ce peuple devient incapable de distinguer le message efficient, c'est-à-dire le bon message. On note donc que c'est à juste titre si vous me laissez terminer, puisque c'est une conclusion. Ah, d'accord. Je suis de ceux qui ont combattu la prolifération des candidatures. Pourquoi? Parce que depuis 1990, la prolifération des candidatures est à l'origine de nos échecs. La candidature qui a été la plus à même, qui a été à un doigt de réussir, c'est celle de John Fundi, qui était portée par un consensus à l'intérieur de l'opposition. Depuis que nous avons renoncé à bâtir le consensus, nous voyons très bien que nos résultats s'effondrent. Merci. Et le problème, c'est que pendant que nos résultats s'effondrent, quand Franck Essi interpelle la conscience individuelle des acteurs pour se poser l'introspection, oui, vous avez des réponses toutes faites comme celles que vous venez de nous servir, qui éludent nos responsabilités personnelles pour envoyer au peuple un message comme quoi, si nous échouons, c'est parce que l'autre nous fait échouer. Mais l'autre, son rôle, c'est de nous faire échouer. Merci, merci Abel. Le rôle du gouvernement, le rôle de l'adversaire politique que nous avons, ce n'est pas de nous faire gagner. C'est pour ça que, laissez-moi terminer, vous allez prendre la parole. C'est pour ça que je suis contre un discours récurrent sur 30 ans qui met en cause le code électoral. Puisque ce code électoral ne date pas d'aujourd'hui. Les lois qui l'ont fondé datent de 90. Et c'est avec ces lois que nous sommes arrivés à un doigt du pouvoir. Nous dire que nous échouons en 97, alors qu'en 97, il y a eu des stratégies inacceptables. Ceux qui sont allés aux élections, qui ont refusé d'aller aux élections législatives en 90, et qui sont allés aux élections présidentielles, reviennent en 97, ils refusent d'aller aux élections présidentielles, mais vont plutôt aux élections législatives. Comment comprendre cette inconstance dans la stratégie? Et on arrive en 2020, vous avez encore des gens
qui vous disent « je vais aux élections » et puis demain matin, ils vous disent « je ne vais plus aux élections ». Ces choses-là sont des éléments que moi, dans mon analyse, je considère comme des éléments déterminants du recul de l'engagement politique de nos peuples. Merci. Ce n'est pas le régime qui empêche les gens d'aller voter. Quand nous avons 3 millions d'abstentions à l'élection présidentielle et nous passons à près de 4 millions d'abstentions à l'élection législative, où les gens sont en train de vous dire n'allez pas, d'autres vous disent alors, vous comprenez les raisons. Vous voyez, j'ai fait l'effort. Maintenant, vous allez l'écouter, on va l'écouter ensemble. Moi j'ai fini, vous m'avez dit que j'ai déjà conclu. Monsieur Abel, j'ai fait l'effort de vous écouter. Non, vous n'avez pas fait l'effort. Vous vouliez parler quand je parlais. Vous n'avez pas fait l'effort de m'écouter. Voilà ceux qui ont fait l'effort de m'écouter. En guise de conclusion, allez-y. J'ai fait l'effort de vous écouter, je souhaite également que ça soit pareil. Vous voyez, il y a un auteur, John Maynard Keynes, qui disait que la difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d'échapper aux idées anciennes. Alors, lorsque vous dites que le code électoral, on a travaillé avec le même code électoral il y a à peu près 30 ans, je vous le concède. D'accord? Mais il faut bien quand même, à un moment donné, qu'on ne tienne pas toujours le discours que, oui, en 92, on était à un doigt de prendre le pouvoir avec ce code électoral. Oui, mais le temps évolue. Les hommes également évoluent. Et des analyses peuvent être différentes. À un moment donné, ce n'est pas parce que pendant 30 ans, on a traîné avec le même code électoral qu'à un moment donné, on ne peut pas poser justement, comment dirais-je, diagnostiquer le code électoral. Je passe dessus. Bien, vous avez interpellé, vous voyez, j'ai fait l'effort, M. Abel-Ibiloé. J'ai fait l'effort ici. Si vous m'avez écouté. J'ai fait l'effort ici de ne pas incriminer un parti politique. Et je suis déjà content parce que dans tout ce qu'on bavardait, quand je venais ici, j'imaginais que n'importe quoi devait sortir. Mais quand vous dites effectivement, vous voyez, je vous suis un peu dans un cadre en train de vouloir indexer le MRC, même si vous ne le dites pas directement. Non, pas du tout. Je vous interromps tout de suite. Le boycott des élections, ce n'est pas le MRC qui l'a commencé. Je vous ai cité 92, 97, 2004, 2011. Les gens ont toujours dit dans l'opposition, nous on n'y va pas. D'autres disent, on y va. D'autres disent préalable, code électoral. D'autres disent, code électoral est mauvais, mais on peut faire quelque chose avec ça, etc. Donc cette divergence ne date pas du MRC. Le MRC est peut-être le dernier des acteurs à avoir ça. Vous voyez, vous pouvez réagir, mais après l'avoir écouté. Mais en plus, comme c'est une conclusion, vraiment souffrant de ne pas l'interrompre. Non, je crois qu'il a mal donc compris ma conclusion. Et il s'est senti indexé. Je lui rappelle simplement que le SDF a pratiqué la politique de la chaise vide, l'UNDP, l'UDC et bien de partis. L'UPC, n'en parlons pas. Allez-y. Je vais peut-être conclure pour vous dire tout simplement, M. Abel-Ibiloé. Vous concluez pour les téléspectateurs. Non, il conclut pour moi. Non, je conclue pour les téléspectateurs et je souhaite effectivement... D'accord. Oui, bien sûr, je souhaite effectivement que vous ne me coupez plus. D'accord, je vais tout simplement dire, pour faire simple, que à l'ère d'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la politique qui est pratiquée aujourd'hui, peut-être par les partis d'opposition, c'est totalement différent de celle 90. Parce que vous vous souvenez très bien qu'en 90, il y avait une force qu'on avait appelée l'Union pour le changement. C'était justement la combinaison de plusieurs acteurs. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. Maintenant, j'ai dit, il faut toujours se poser la question, pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas atteindre le même but? Peut-être, comme vous le dites, on va peut-être questionner la qualité des hommes. On peut même questionner également même l'ego des uns et des autres. Tout est possible, n'est-ce pas? Mais je crois à une chose. Si des hommes sont à la tête des partis et les hommes pensent effectivement qu'on peut regarder vers la même direction, ça veut dire qu'à un moment donné, on peut s'asseoir. D'accord? On essaie de poser des jalons. Où est-ce qu'on veut arriver? D'accord? Et on essaie de voir quels sont les leviers sur lesquels on doit actionner pour arriver. Ça suppose aussi qu'il faut qu'à l'intérieur des personnes qui dirigent peut-être des partis ou bien des organisations, qu'il y ait effectivement une volonté sincère du changement. Qu'il n'y ait pas, je vous en prie, qu'il n'y ait pas justement au sein de ceux qui pensent se réunir, des personnes qui viennent peut-être avec des agendas cachés. Et du coup, ça posera problème. Mais c'était ça en 92. C'était exactement la même problématique en 92. Quels sont ceux qui aspirent Vous avez bien vu qu'en 92, ceux qui ont pu construire l'Union pour le changement, c'est ceux qui regardaient dans la même direction. Si aujourd'hui, vous-même vous dites qu'on n'arrive pas encore, ça veut dire qu'aujourd'hui,
on n'arrive pas à regarder dans la même direction. Parce qu'il y a- Non, c'est fini entre vous. Je vous en Parce prie. que quoi, vous expliquez. Franck Essi a la parce que parole. quoi, Franck on ne Essi. regarde pas dans la même direction. Franck pourquoi Essi, allez-y. Je vous en prie. 3 choses rapidement. La première chose, c'est de dire à ceux qui nous regardent que la responsabilité d'agir pour que surviennent les réformes qui peuvent améliorer la vie n'incombe pas simplement aux leaders politiques que nous sommes. La responsabilité au quotidien de mettre la pression sur ceux qui gèrent nos deniers publics, qui gèrent nos cités, incombe à tous les citoyens sur qui s'appliquent ces politiques. Et à ce titre-là, c'est nous tous nous interpeller. Chacun en son rang, son titre et sa position. Parce que pour moi, je suis convaincu que la qualité d'un pouvoir dépend de la qualité des contre-pouvoirs. Et quand on parle de contre-pouvoir, c'est la vitalité citoyenne. Donc le déficit aujourd'hui, quand on parle de mobilisation, et ça c'est mon deuxième point, ne devrait pas simplement une interpellation à l'égard des partis d'opposition. Monsieur Dipita, moi j'aurais aimé qu'on dise comment encore mobiliser le corps social camerounais autour de l'essentiel, autour de ce qui permet de sauver la nation. Parce que je ne crois pas, et je le dis, que le RDPC mobilise qui que ce soit. Les chiffres montrent que non. Une immense majorité des Camerounais sont des spectateurs. Et ça, c'est un problème. Ensuite, pour ceux qui se réclament, entre guillemets, d'une opposition qui veut changer l'ordre politique pour le rendre plus démocratique et pour garantir de façon plus structurelle que les dirigeants qui sont élus soient au service des populations, je pense qu'elle a le devoir de s'accorder sur un minimum de choses. On peut avoir des divergences idéologiques, mais on peut s'accorder sur la question des libertés. On peut s'accorder sur certains combats au quotidien qu'on peut mener ensemble. On n'a pas besoin d'être forcément d'accord sur toutes nos thèses, qu'elles soient marxistes, qu'elles soient néolibérales, pour dire que non, écoutez, ce qui se passe par exemple dans le nord-ouest et le sud-ouest mérite que, de façon plus soutenue, nous mettions sur la table des propositions, nous soyons aux côtés des populations et nous soyons chaque jour devant le gouvernement pour mettre la pression pour que les bonnes mesures soient appliquées. Donc je pense que c'est en faisant comme ça, c'est-à-dire en changeant et en démontrant dans les actes que nous sommes au service des populations, que nous allons réveiller une bonne partie d'entre elles. Parce que je pense que nous sommes arrivés à une phase où ce n'est plus pas le discours qu'on va simplement convaincre. C'est 10% des discours, 90% d'actes. Et je pense que c'est là qu'est la clé. Et nous, au niveau de Stand Up for Cameroun, la plateforme qu'on a créée, c'est l'idée que nous avons. Et nous pensons que l'enjeu véritable pour la période actuelle, c'est de réussir dans cette refondation de l'État. Et nous tous, on devrait se mobiliser pour ça. Parce que c'est dans cet État, ces institutions, les règles qui nous gouvernent, qui est une grande partie des explications, des impasses dans lesquelles nous sommes. Merci. Maître Tegem, en guise de mot. Je viens d'écouter avec une voix particulière, M. Franck Essi. Vous avez employé un mot tout à l'heure. C'est dans les institutions qu'il faut refonder. Hein. Monsieur Franck Essi, vous avez touché pas siéger au Parlement de la Partie. Vous avez touché le cœur du sujet. Dans une république, dans une démocratie, dans un pays comme le Cameroun, la vérité est institutionnelle. Et vous continuez. C'est très grave ça. Vous continuez. Le porte-parole de l'armée de la défense, du ministère de la Défense, c'est l'institution et c'est un menteur. Monsieur, j'assume mes propos. Non. Monsieur Essi, non, Franck. Monsieur Essi, Franck, laissez, je vais lui répondre. Monsieur Essi. Mais il est dans son rôle. Hein. Non, mais pas dans le rôle d'insulter non plus. Je n'insulte pas. Je peux vous démontrer que c'est un menteur. Franck. Il y a la victime qui dit une chose, il dit le contraire. Monsieur Essi. Et la victime, c'est le juge de paix. Monsieur Franck. Essi. Okay. Monsieur Essi, ce que vous venez de vous dire, vous savez, il faut savoir que les Camerounais nous écoutent. Oui, je sais. Ils sont intelligents. Monsieur Essi, l'armée, et je le dis sous le contrôle du journaliste, M. Dipita, quand vous formez les Camerounais, rappelez toujours l'armée, c'est la grande muette. C'est un principe connu dans le monde entier. L'armée, c'est la grande muette. Et le principe qui, même le ministère public, est lié, c'est ce qu'on appelle le secret défense. Ce que l'armée vous dit, vous prenez pour vérité comptant. Vous n'avez pas à questionner l'armée. C'est très grave. On refait le débat là. On ne peut pas être d'accord sur le sens de l'institution. C'est ça le problème de ce pays, monsieur. C'est ça là. C'est très grave. C'est très grave. Monsieur. L'armée au service de qui? Non, on ne peut pas laisser. L'armée au service de qui? Monsieur. L'armée échappe aux lois. On peut dire que ce que l'armée nous L'armée a le droit de faire tout ce qu'elle veut. Argent comptant. Monsieur Essi. Les victimes doivent dire quoi? Monsieur. Franck. Mais qu'est-ce que vous racontez? Franck.
C'est grave là, qu'est-ce que je raconte? Vous avez dit des choses que j'ai trouvées suffisamment graves, mais je n'ai pas trouvé que vous étiez en train de raconter. Monsieur Essi, voyez-vous, entre vous qui parlez depuis et qui continuez à persister dans votre discours et la réalité des élections et la réalité électorale et la réalité du phénomène politique au Cameroun, vous constatez que vous allez dans le mur tous les jours en klaxonnant. La réalité, c'est quoi? C'est que, monsieur Essi, je vous écoute toujours avec beaucoup d'attention. Vous avez toujours un discours qui vise à mobiliser. Et vous ne vous rendez pas compte dans ce que vous dites que votre discours est peut-être approprié pour vous. Mais ce n'est pas vous qui décidez qui va aller au sein des institutions. Ce sont les destinataires de votre message. Et les destinataires, comment ils perçoivent vos discours? Ils disent que ça, c'est un discours populiste. Vous êtes le porte-parole. Il dit, la preuve, monsieur, vous avez un observatoire. Excusez-moi, vous savez pourquoi je le dis? Allez-y. Il y a 160 députés du RDPC. Ah bon? Mais monsieur, vous croyez que c'est quoi la politique? Non, je crois que c'est une confusion. Monsieur ici, le RDPC gère combien de mairies? Et ce n'était pas donné. Ce n'était pas donné. Vous vous comportez comme si la milieu droite troisième. Le RDPC n'est pas allé la rechercher. Le RDPC l'avait perdu. C'est justement que ceux qui étaient là-bas avaient un discours de l'opposition qui ne tient pas compte de la réalité de ce que l'homme camerounais est. Parce que contrairement à ce que vous pensez, le Camerounais est très intelligent. Merci. Vous ne pouvez pas réussir à tromper les Camerounais. Rassurez-vous, ce sont des gens très avisés. Et ce sont des gens qui regardent toujours qu'est-ce qui est bien pour le pays, qu'est-ce qui est bien pour la jeunesse, qu'est-ce qui est bien pour leur formation, qu'est-ce qui est bien pour permettre au pays d'avancer. Merci. Et cela, ça se fait dans un cadre qui est prédéfini. C'est le cadre institutionnel. Je vais chuter sur les meetings qu'on dit interdits. Monsieur Franck Essi, en République, si vous avez une attitude défiante vis-à-vis de l'autorité, rassurez-vous, l'autorité va réagir. Lorsque vous déposez une déclaration d'une manifestation et que l'autorité vous dit non, rassurez-vous que son non, l'autorité fera tout pour que son non soit un non. Par contre, le président d'un parti politique a voyagé là à l'Union africaine. Il est venu ici, il a fait un mouvement spontané. Personne ne l'a interdit. Parce que c'était un mouvement spontané, il n'avait défié personne. Il est revenu dernièrement d'une tournée en Europe. Il a également organisé un mouvement spontané, toujours au Grand Moulin. Personne n'a interdit. Pourquoi? Parce qu'il n'a défié personne. Il n'a pas eu une attitude de défiance vis-à-vis de l'autorité. Alors, est-ce qu'on doit comprendre que ceux qui déposent les déclarations... Là, on ne va pas relancer le débat, Marx. Vous pouvez dire un mot. Allez, non, je vous le permets. Est-ce qu'on va comprendre que ceux qui déposent des déclarations là, pour faire des meetings, d'accord, on ne leur accorde pas parce qu'on a vu qu'il y a une défiance de l'autorité de l'État? Non, c'est pas ce qu'il a dit. Non, mais c'est ce qu'il... Il a dit qu'une fois que l'autorité a donc dit non, oui, et que vous dites que vous allez le faire, non, mais, vous êtes dans une attitude de défiance. Restons là parce que il se trouve que... Je n'ai pas dit que l'autorité a raison. Je dis que quand l'autorité a dit non, là c'est notre débat. Et que vous décidez... Non, là c'est... Je vous donne un exemple qui est récent. Non, écoutez, écoutez. Un exemple, c'est le CPP, le ministre a interdit à la direction du CPP, que nous avons tous vu. Qu'est-ce que le CPP a fait? Et c'est tout à son honneur. Mais, monsieur ça n'a pas été de dire, moi je vais montrer aux gens que je suis le directeur du CPP. C'est qu'ils ont saisi la justice. Mais je crois que là, ils ont saisi la justice. Et ils ont été une minute. Et c'est ça le nouveau combat. C'est-à-dire que le nouveau combat est avant tout stratégique. Monsieur Marx d'abord. J'ai fait observer tout à l'heure que quand de manière systématique, vous déposez des déclarations pour faire peut-être des meetings ou bien des réunions, d'accord, on advient de manière systématique à refuser en disant trouble à l'ordre public. Vous voyez, ça fait du 2 poids 2 mesures. Parce que celui qui dépose, quand vous dites non, d'accord, on a vu des partis qui ont déposé les 3, je ne veux même pas parler du MRC,
On a vu des partis qui ont déposé des demandes pour faire des meetings, ou bien pour faire des réunions. On a systématiquement refusé. Merci. Mais admettons quand même qu'au Cameroun, de manière systématique, on refuse. Merci. Mais depuis Transition. 1992, vous connaissez juste une un phrase. parti Non, politique qui m'a demandé qui a tout eu à l'heure. l'autorisation de Oh là faire là. une marche. Monsieur Abbé, Non, il voici dit- ainsi qui était déjà là. Qui parle de la Depuis marche? On a notre 90. débat. Qui parle de la marche? Mais je vous parle donc Mais de écoutez, quelque chose qui est je bien questionne- plus simple qu'un meeting. Non, On a notre thème. S'il vous plaît, je On a voudrais dire notre- juste une phrase à M. Frankessi. Vous m'avez demandé ce que je vais insinuer par la vérité institutionnelle. M. Frankessi, lisez la Constitution de la République. La souveraineté appartient au peuple qui ne l'exerce pas, le président de la République, le Parlement et le référendum. Merci. Transition. Je voulais vous dire une chose, c'est que lorsque ces institutions-là se sont exprimées, le président de la République est l'élu de la nation entière. Ça veut dire que la vérité du président de la République Encore est que- une vérité. Votre qui est compréhension non, de la non, non, Constitution est Merci. extrêmement Totalement Transition. On va pas relancer le débat. non, Non, le non, Parlement, non, on ne va non, pas non, laisser. Attends, non, La question- on va on ne va pas. pas laisser. Le président de la Gardons le République a toujours conducteur de raison. l'émission. Pourquoi l'article 53 de la Constitution, il y a la haute trahison? Nord-ouest, sud-ouest, l'heure de la reconstruction a-t-elle sonné? On verra avec les panélistes éventuellement si on pourra revenir sur cet autre thème qui paraît passionnant. Le premier, je voulais dire, l'opposition 30 ans après. On va voir comment on peut réorganiser ça. Cela dit, pour garder le conducteur de l'émission, on va s'interroger donc sur ce qui se passe dans le nord-ouest, sud-ouest. Franck, ici, on l'a dit, hein, le gouvernement se prépare, est sur le terrain pour essayer de faire une première évaluation, une estimation pour, du moins, ayant en visage les premiers actes de reconstruction des régions en crise dans un contexte, on l'a dit, où il y a beaucoup de déplacés, près de 680 000, près de 60 000 réfugiés, mais également on observe que, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest, la sécurité n'est pas totalement revenue, même s'il y a des avancées de ce point de vue. Vous dites, en cette circonstance, l'opportunité est bonne, elle est à saisir. Ce qui est certain, c'est que toutes les personnes qui sont dans les difficultés, que ce soit les déplacés internes, que ce soit les populations restées dans ces zones et qui sont en proie à l'insécurité et au climat de conflit qu'on connaît depuis 4 ans, toute bouffée d'oxygène est la bienvenue. Moi, je me place parce que je suis au quotidien en contact avec de nombreuses personnes qui sont frappées par cette crise. Donc, à ce titre-là, puisque nous tous, on mène des actions humanitaires, on ne va pas dire que s'il y a de la part du gouvernement quelque chose dans le sens de soulager les souffrances, comme c'est ce qui est officiellement dit, on va refuser. Mais sauf qu'entre nous et les organisations humanitaires qui apportent un petit appui, et l'État, et surtout les responsables politiques, qui ont la responsabilité de trouver des solutions, on n'est pas au même niveau. Parce que le fait qu'on mette en lumière ce plan de reconstruction nous amène donc à faire un bilan sur où en sommes-nous 4 ans après. Dans tout ce que le gouvernement a initié jusqu'ici, quels sont les résultats qui ont été obtenus? Je fais allusion à ce fameux grand dialogue national, commission sur le bilinguisme et le multiculturalisme, la commission de désarmement, réinsertion des combattants, BID total, l'opération l'année dernière Back to School, ça ne marche pas. Et au-delà même de cette région du nord-ouest et du sud-ouest, quand on parle de plan venant de ce gouvernement, rappelez-vous, pour l'extrême nord, il y a eu un plan spécial. Qu'est-ce qui a changé là-bas? Pour le pays en entier, sur 3 ans, il y a un plan d'urgence. Ça produit quoi? Pour les jeunes, il y a un plan spécial triennal. Ça a changé quoi? Donc vous, en tant que Camerounais, en tant que citoyen, on se pose des questions. Telles que si les plans et les initiatives jusqu'ici prises, parce qu'elles ne s'attaquent pas à la racine du problème, n'ont pas produit quelque chose, on se pose des questions. Maintenant, le 5 mai dernier, le gouvernement a signé avec le PNUD le fameux le lancement de ce plan, 8,9 milliards, dont le 10e de la somme totale. Mais je rappelle qu'il y a un plan humanitaire qui avait mobilisé près de 13 milliards, géré par le ministre de l'administration territoriale. Aucun bilan. Qu'est-ce que ça a changé? Donc, si dans le passé, on n'a rien vu de concret avec les mêmes administrateurs, les gens qui, par ailleurs, sont dans le cadre de la crise anglophone, des pyromanes, qu'est-ce qui nous garantit que les choses vont changer maintenant? Maintenant, posons-nous aussi des questions simples. Peut-être c'est nous qui manquons de bon sens. Peut-on, de façon sérieuse,
arriver à reconstruire et réhabiliter voilà, des parts significatives de ces régions-là tant que subsiste un conflit. Pourquoi ce n'est pas précédé d'abord d'un cessez-le-feu, comme les prix Nobel ont appelé, comme l'ONU a appelé, comme les populations elles-mêmes ont appelé? Parce que je pense que un conflit pareil peut se gérer en pourparlers, qu'on renvoie, on n'a pas besoin de se tuer. Et c'est le message que nous passons depuis. Donc, j'ai suivi récemment que M. Sisikou Ayoub Tabé a appelé ses troupes à un cessez-le-feu. Non, il a démenti. Hein. Ah, il a démenti. Ouais. Ok, donc ça veut dire que c'est un fait qu'on a fabriqué. Absolument. Voilà. Mais c'est ça que nous disons. C'est-à-dire que les deux parties. Du moins, le démenti a été publié sur son compte officiel Twitter, Tant mieux. qui est authentifié. Tant mieux, ça permet de savoir où on en est, parce que Absolument. je pourrais me réjouir de quelque chose qui n'est pas en réalité. Voilà. Parce que dans ceux qui ont été réunis au Grand Dialogue National, dans nous qui parlons aussi, aucun d'entre nous n'a pris les armes. Donc il est vital qu'il y ait un cessez-le-feu. Ensuite, il faut une feuille de route qui permet un dialogue politique, pas en 4 jours, mais un dialogue politique qui aboutisse justement aux réformes qui seront négociées, pas ce qui s'est passé. Donc moi je pense que ici ce qu'on est en train de faire, c'est une fuite en avant. C'est un peu comme la commission sur le bilinguisme, quand on nous a promis qu'elle devait faire des miracles, elle n'a rien fait. Abel, reconstruction dans le contexte actuel? J'appartiens à la catégorie de l'opposition qui dit ne répétons pas aux gens 30 ans durant ce qu'ils savent. C'est parce que les gens ne nous demandent pas de leur démontrer qu'on les gouverne mal. C'est pas ce que les gens nous demandent. Ils nous demandent comment on fait pour enlever les gens qui gouvernent mal. C'est ça qu'ils nous demandent. Parcourir tous les plateaux de télévision pour démontrer comment le gouvernement a toujours échoué et donc il va échouer, ça n'a aucune importance. Nous ne sommes plus à ce stade. Et une fois de plus, nous revenons à l'essentiel de notre entretien au départ. Cette incapacité à se poser la question, est-ce que notre discours comporte le message qui déclenche ce que nous recherchons? Est-ce que nous communiquons bien? Parce que la communication, c'est la production d'un message par une source en destination d'un récepteur à l'effet de changer quelque chose dans la tête du récepteur. Si votre message ne change rien à la tête du récepteur, sachez une chose, votre message est faux. Il est bon pour vous. Donc vous-même qui êtes acteur, quel est le message? C'est ça que je suis en train de dire. Moi, mon message n'est pas de dire au gouvernement, vous n'avez pas encore fini de sécuriser. Donc là où vous avez déjà sécurisé, n'envoyez pas les enfants à l'école. Ne reconstruisez pas les équipements. Mon message n'est pas celui-là. Mon message, c'est que le gouvernement reconstruise ou qu'il ne reconstruise pas, nous devons changer ce gouvernement. Pour le changer, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est une stratégie qui n'a rien à voir. Ah, vous êtes sorti de la thématique là? Non, je suis dans la thématique pour vous dire d'ailleurs quelque chose que... Pourquoi tu es... Non. Prends mon temps. Allez-y, dites-moi. Prends mon temps. Vous êtes interrompu. Dites-moi. Votre agitation sur la table me dérange plus que votre bavardage. Non, dites-moi. Oh. Bon, je suis déjà de ceux qui n'acceptent pas le type de discours que j'ai entendu, qui vient des prix Nobel, etc., où on demande à l'agresseur et à l'agressé de déposer les armes, de faire le cessez-le-feu. Je ne comprends pas ce message. Nous ne sommes pas ici entre deux États qui se combattent. Nous sommes à l'intérieur d'un État où des gens qui n'ont aucun droit et aucune légitimité à prendre les armes les ont prises. Face aux gens qui prennent des armes, ce ne sont pas des discours. Je ne connais aucun pays au monde où les gens ont pris les armes pour attenter à l'intégrité territoriale d'un État et on leur a répondu par des discours. Je ne connais aucun. C'est peut-être au Cameroun que vous allez inventer ça. Mais tous les pays du monde où les gens ne se sont pas pliés à l'exclusivité du port d'armes qui appartient à l'armée nationale et aux forces de défense, sécurité, tout ce que vous voulez, on leur a répondu par les armes. Et on les a désarmés. C'est quand on a désarmé que la politique a pu se faire. Donc, un discours où on vient demander
aux sécessionnistes qui ont pris les armes de les déposer et en même temps à l'armée de déposer les armes, eh bien, nous avons là une déconstruction de l'État qui n'est pas acceptable. Merci. Et qui rend ce discours-là inopérant. C'est d'ailleurs pourquoi on ne demande pas, au Sahel, à l'ACMIL et à toutes ces forces qui sèment l'insécurité au Sahel de déposer les armes et à l'armée française qui est là-bas et aux armées africaines qui sont là-bas de déposer les armes. Pourquoi on ne demande pas aux armées africaines qui sont là-bas de déposer les armes? Merci. Donc vous avez une opposition. Et là, je reviens pour expliquer à M. Wabo que voilà donc le type de discours qui empêche l'opposition de converger. Vous avez dans l'opposition des gens qui estiment que comme il faut aller contre le gouvernement, il faut, même sur ce qui est rationnel, dire que le gouvernement est mauvais, il a toujours échoué, il va échouer. Je n'appartiens plus à cette école. Merci. Hein, je termine avec Bao. une petite seconde pour dire sur la question, par exemple, de l'école. Nous avons un adversaire commun, c'est le Covid. Si on a un adversaire commun, cela veut dire que la lutte doit être coordonnée. Et on ne peut pas avoir 36 000 coordonnateurs. Donc la lutte doit être coordonnée par le gouvernement qui en a les moyens. Or, qu'est-ce que nous avons observé? Une apparition de discours divergents, tellement divergents que quand l'État estime que malgré le fait que la pandémie continue à se propager, la réponse efficace n'est pas l'absence d'activité. Dans tous les pays du monde, la pandémie augmente. Aux États-Unis, elle augmente. Les gens ont décidé de reprendre les activités. On dit donc de reprendre l'école. Et vous avez dans l'opposition des gens qui viennent vous démontrer que l'État ne doit pas reprendre l'école. Quand je les écoute, j'ai envie de leur demander, vous avez payé combien pour vos enfants à qui vous ne voulez pas, que vous ne voulez pas envoyer à l'école? Alors que chacun a bien la liberté de garder son enfant à la maison. Hein. L'État a dit, reprenons l'école. Vous estimez que les conditions ne sont pas réunies. Vous gardez votre enfant à la maison. Merci. Au lieu de le garder à la maison, vous venez à la télévision essayer de démontrer que moi, je dois accepter que j'ai payé 1 750 000 francs pour mon enfant à l'école catholique. Il doit perdre cette année. Pour reprendre ces cours-là l'année prochaine, sans être certain que l'année prochaine, on pourra donc aller à l'école. Parce que rien ne vous dit qu'on ne va pas avoir, on va avoir la baisse de la propagation de la maladie. Elle peut d'ailleurs s'accroître. Donc, si elle s'accroît l'année prochaine, on ne va pas non plus à l'école. En 2022, on n'ira pas à l'école. Merci, Alex. Vous vous aventurez sur un Abel. terrain comme ça et vous voulez que tout le monde, parce que vous êtes de l'opposition, tout le monde adhère à un discours. Alors que si on vous invite à vous asseoir, maintenant sur une table de l'opposition pour réfléchir, développer une réponse commune à ce que SIA a appelé le comportement du gouvernement, pour qu'on ait une réponse concertée, vous ne venez pas. Merci. Ce n'est pas la première fois que le CPP Abel. a initié Abel. des réunions ici. L'UDC a initié des réunions. Les opposants ne viennent pas. Merci Abel. Marx, reconstruction dans le contexte actuel. Monsieur Dipita, je dois avouer que quand je vais rentrer à la maison, je n'aurai pas de choix qu'à prendre et faire la grande coudine parce que la tête, ça compte déjà. La réalité du débat aussi. Ça compte déjà. Et c'est bien comme ça. Comme ça, vous allez quitter l'opposition. Vous voyez, vous répondez parfaitement à la question du thème 1, mais nous ne sommes pas au thème 1. Alors, reconstruire. La reconstruction reste une nécessité. Mais ce qu'il faut questionner, c'est, à mon avis, l'opportunité justement d'une telle reconstruction. Il faudrait être capable de se poser la question, est-ce que tous les paramètres sont réunis pour qu'on puisse procéder à une reconstruction? Je rappelle que j'ai bien dit au départ que la reconstruction est une nécessité. Mais je m'interroge sur l'opportunité, je m'interroge effectivement sur les contours d'une telle reconstruction. Pourquoi je le dis? Parce que, effectivement, on est dans une zone en guerre. Et j'ai peur que la reconstruction soit de nature à refinancer la guerre. Je vais dire du côté des Amazoniens. C'est pourquoi, vous avez vu, il faut bien qu'on arrive d'abord à un cessez-le-feu, parce qu'on sait très bien que dans le Nozo, il y a des déplacés, on sait très bien qu'il y a moins de population dans cette zone. Mais on sait aussi que de ce côté-là, on entend toujours des coups de feu. Alors, du coup, et je crois que c'était la position du MRC,
qu'avant toute action, il aurait été bon, justement, qu'on procède à la résolution de la crise dans le Nozo. On peut faire, justement, un dialogue. Parce que mon ami du CPP a rappelé, et avec brio, qu'on a eu un dialogue. Mais dans ce dialogue, les acteurs de cette crise-là n'ont pas été invités à la table. Faux. Monsieur Elie. Faux, archi faux. J'étais au dialogue. Les acteurs de la crise étaient invités au dialogue. Je peux parler? Oui, non, vous ne pouvez pas dire ce qui est faux. Non, non, non. Je peux vous parler? ne pouvez pas dire que si Je peux parler, D'accord, monsieur. c'est compris. Non, vous étiez journaliste, Je peux vous parler? avez couvert. Je peux parler? Donc, recadrez quand quelqu'un dit ce qui n'est C'est pas compris, mais laissez-le terminer. Vous ne Laissez-le pouvez pas dire que les acteurs de cette crise Abel, n'étaient pas là. je peux parler? Laissez-le Non, terminer au vous ne pouvez moins. pas le dire, ils étaient là. D'accord, laissez-le Ils étaient terminer. là. Est-ce que je peux parler? Oui, vous pouvez, c'est vous Je qui avez vous la réponds. parole. Sauf que Effectivement. si vous nous dites que, si vous me dites que Essi est habillé en blanc, je vais vous dire non, Je vais- elle n'a Est-ce pas qu'il de peut- veste blanche. Est-ce qu'il peut continuer Sissoko donc était dans quelle commission? Allez-y, Marc. Sissoko- Allez-y, Marc. C'était dans quelle commission? On va arriver, on va arriver. Sissoko a été invité voyez, au dialogue. il était dans quelle D'accord. commission? Il a été invité, les ambazoniens ont été invités. D'accord. Ceux d'entre eux qui ont déposé les armes D'accord, sont Abel. venus. Merci, Abel. Ils étaient là, ils Poursuivez, ont pris la Max. parole. Monsieur Elimbi, je crois que ce plateau... Non, entendons-nous sur Non, ce qui écoutez, est Oui, vrai. mais laissez-le On n'est poursuivre. pas d'accord. Comment vous serez Attendons, discussion nous, sans c'est C'est la la sans démocratie, pas. laissez-le finir. Laissez-le finir. demande- C'est la démocratie. Je Tout à l'heure, demande- vous avez dit que quelqu'un mentait dans Abel. les forces de défense. Vous Abel. avez très bien vu que malgré la démocratie, Sur mon- il y en sur a mon qui temps n'ont de pas parole. accepté ça. Merci, Abel. Max, Vous allez-y. voyez, je réitère que je demande à ma fille qui me suit à la maison de me préparer et faire un codéine. Parce Oui, que ça ne va pas. parce que vous n'étiez pas au dialogue, mais vous dites qui était Ouais, à la Abel. vérité. Monsieur Elimbi, Vous n'étiez pas. Mais Abel, laissez-le Écoutez, poursuivre. Mais écoutez quoi? Écoutez le mensonge. je sais- Vous quel étiez au mensonge? dialogue. Mais vous êtes- Maître. Je vous ai vu Non, au est-ce que dialogue. vous étiez au Et dialogue? on vous a Elimbi fait Lobé. sortir par la petite Elimbi Lobé. Non, personne ne m'a fait sortir. Bon, c'est une Elimbi parenthèse. Lobé. Laissez-moi- Ouais, non, comment vous dites des choses qui ne sont pas Non, non, justes? Elimbi, je je vous vous ai en vu faire prie. votre one-man show au Oui, dialogue. et vous Ce avez que dit ça qu'on m'a donnait. fait sortir. Qui Écoutez, m'a fait sortir? pensons- Elimbi Lobé. Pensons aux populations. Oui, les laissez-moi populations parler. ne doivent pas écouter. plaît, Elimbi. Débat. Laissez-moi Elle ne doit pas parler. écouter ce qui est D'accord, vrai. on revient au Vous débat. avez dit qu'on n'a pas Laissez-moi invité parler. les ambazoniens. Je ne sais pas. Les ambazoniens, c'est d'abord... Mais laissez-le donc parler, Elimbi Lobé. C'est ce type de langage. qu'on C'est a qui les passé. ambazoniens? Écoutez. Vous les connaissez? Si Monsieur, on vous demande de les monsieur. appeler tout de suite, vous allez les appeler. Elimbi Lobé, je vous en prie. Ne déplacez pas le débat. Allez-y, Marc. C'est ce type de langage qui consistait à dire au départ, on va dialoguer avec qui? Oui. Qui nous a conduit ou ça nous a causé? Non, ça nous a... Ouais, Abel. La guerre a commencé avant la Mais ça, question c'est- là. je dis, Elimbi vous- Lobé. Vous ne pouvez pas rester poser un Non, 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 je ne peux pas vous laisser revenir sur quelque chose que vous avez combattu. Bon, mais- Pardon? Et vous déformez la Vous la avez réalité. votre parole. Et il disait tout à l'heure qu'il ne faut pas déformer la Une seconde. réalité. C'est pas possible. ça. Elimbi Lobé. C'est Elimbi ça, Lobé. la Elimbi question. Lobé. Elimbi Lobé. Enfin, moi, je ne fais pas des débats où les gens viennent déformer la réalité. Elimbi Lobé. Ça ne sert à rien. Elimbi Lobé. Abel. Je viens faire un débat alors que moi, j'étais au dialogue. Je sais que toutes les parties ont été invitées. Vous avez refusé de venir. développez. On ne Une l'a seconde. pas compté. Elimbi Lobé. Ayouk a refusé d'envoyer des représentants. Elimbi Les Lobé. Amazoniens qui ont déposé les armes Abel. sont venus. On les a vus. Abel Elimbi Lobé. Voilà. Elimbi Lobé. Maintenant, vous me dites qu'on n'a pas fait venir les ambassadeurs, on ne les a pas invités. Ça, ce n'est pas vrai. Merci. J'ai pas encore parlé. Une seconde. Mais Elimbi Lobé. vous allez dire quoi? Ouais. Vous n'étiez pas au dialogue. Elimbi Lobé. Ça fait 5 minutes qu'on vous Hein? écoute. Il fallait venir au dialogue. Abel Elimbi Lobé. Elimbi Lobé. Vous pouvez me laisser au moins modérer. Modéré, mais ne laissez pas dire ce qui n'est pas juste. Non, vous ne pouvez pas me laisser modérer et m'indiquer comment je modère. Non, non, non. Non, une seconde. Sinon, l'émission, c'est que vous la modérez et vous laissez dire du mensonge. Oui, laissez-moi le Le cas faire. échéant. Laissez-moi assumer cela. Laissez-moi assumer que le mensonge soit dit sur l'antenne. C'est possible? Non, mais j'ai vu tout à l'heure que quand Essia dit Elimbi. qu'un responsable de la même man, vous avez dit non. Mais laissez-moi donc modérer. Laissez-moi, si je savais dire que je modère. Tu modères un point, deux points, deux mesures. Elimbi, laissez-le dire ce qu'il a dit. Oui. Quand il a fini, on peut corriger. Bon, qu'il finisse, qu'il prenne 15-20 minutes à dire ce qu'il a dit, même s'il Ça, débite. c'est depuis 30 ans qu'on fait comme ça. D'accord, laissez. Moi, c'est le mode de modération, si je peux me redire, que nous on a adapté. On les a d'abord parlé. S'ils gâtent, on répare pour parler un peu de façon triviale. Vous permettez donc qu'il se termine, s'il vous C'est plaît. pas moi, hein, vous donnez-lui la parole. Lui, il a voulu prendre mon temps de parole tout à l'heure. Non, le Parce problème, c'est j'ai voulu que, le problème, c'est que quand on lui donne la parole et vous le faites encore là maintenant, c'est que vous l'interrompez. Laissez-le terminer. Qu'il gâte. Laissez-le terminer. Si qu'il parle jusqu'à 23h, laissez-le terminer. Après, je vous donne la parole. Si je n'ai pas pu réparer, vous allez réparer. Je vous en prie. Mars, poursuivez. Bien. Vous voyez, c'est ce que j'appelais dans le thème l'opposition de l'opposition. Bien. Alors, je disais tantôt que reconstruire, c'est une nécessité. Et je suis arrivé dans mon développement, en attendant, pendant qu'il me perdait, je suis arrivé à dire tout simplement que le MRC
avait posé les bases au départ en disant qu'il faut qu'on essaye de voir comment résoudre la crise dans le Nozo. Mon ami ici a fait allusion au dialogue, au grand dialogue, et nous avons tous vu le grand dialogue. Alors, les qui tiennent, les qui ont pris les armes dans le Nozo, on sait bien qu'il y a un camp qui est typiquement ambazonien. Alors, je ne crois pas que les acteurs qui tiennent cette guerre là-bas étaient invités au grand dialogue. Je n'ai pas vu Ayoub Tabé au dialogue, je n'ai pas vu d'autres personnes qui tiennent la crise là-bas. On a peut-être invité des gens qui sont venus se passer pour des représentants des anglophones dans la zone et autres là. On a vu tout ça. C'est pourquoi. Ce qu'il faut dire, oui, c'est que le grand dialogue était ouvert à tous les acteurs. Oui, mais... Permettez une seconde. Le grand dialogue était ouvert à tous les acteurs. Oui. Il y a des acteurs qui ont mis des conditions. Oui. Et ils ont estimé que les conditions dans lesquelles le grand dialogue se déroule oui, ne leur convient pas. Ils ont donc décidé de ne pas venir. Très bien. Voilà. Monsieur Dipita, oui, on a vu ce grand dialogue. Quand on a vu mon ami Elimbi aller au grand dialogue avec ses pairs, c'était que dès le lendemain, l'école va reprendre dans le Nozo. Des gens étaient convaincus. Sauf que lorsqu'on sort de ce grand dialogue-là, la situation va de mal en pire. Alors, la question est simple. Moi, je pense qu'il faut questionner en se disant, laissons même ce que vous avez appelé le grand dialogue national. Nous savons très bien quels sont ceux, justement, qui tiennent les ficelles dans le Nozo. Rien ne nous empêche, justement, de nous asseoir sur une même table avec ces gens-là et rechercher la solution. Je ne voudrais pas qu'on tienne le discours qui consiste à dire on va discuter avec qui parce que la guerre c'est depuis 2016. Et aujourd'hui, on tend déjà à presque 4 ans. Et si on passe le temps à faire cela, vous allez voir justement qu'on n'avance pas. J'ai dit au départ que j'ai peur que la reconstruction dans le Nozo soit un autre moyen de refinancer la guerre. Pourquoi? Alors, il n'y a pas le cessez-le-feu. Vous avez peut-être des investisseurs, des entreprises qui vont aller là-bas investir, bâtir, disons ainsi. Mais dès lors qu'ils vont se faire traquer, kidnapper par les Amazoniens, ils vont justement demander les rançons. Alors, quand ils vont demander les rançons, on va débourser de l'argent pour le récupérer, mais notons bien que cet argent-là va permettre également aux Amazoniens d'entrer en possession des armes, ou bien justement de préfinancer autre chose. C'est pourquoi je pense pour moi qu'il est important de reconstruire, ça c'est une nécessité, mais il y a justement des préalables qui peuvent conduire à la reconstruction. J'ai parlé tantôt qu'il faut qu'on dialogue avec les partis en présence, avec les forces en présence, autant pour moi, et lorsqu'on obtient un dialogue juste et sincère, vous allez voir que tout peut revenir dans le calme, et de ce point de vue, justement, la reconstruction va se signaler d'elle-même. Justement, M. Tegem, en termes pour être pragmatique, est-ce que, justement, il n'y a pas lieu de s'interroger sur cette volonté de démarrer la reconstruction alors que toutes les zones ne sont pas encore pacifiées, au moins en termes d'évaluation des besoins? Je veux dire que si on estime aujourd'hui, on vient dans une zone, on estime que bon, il y a 10 maisons à reconstruire. Le lendemain, les séparatistes repassent, ou alors des dégâts font que 12 maisons après soient détruites de façon supplémentaire. Est-ce que, même en termes d'évaluation des dégâts, pendant que la zone n'est pas encore totalement sécurisée, n'a-t-il pas lieu de s'inquiéter sur cette volonté de vouloir relancer les reconstructions aussitôt? Député, vous savez, quand je parle de la crise anglophone, j'ai toujours un pincement au cœur, parce que c'est une image, si vous voulez, hideuse du Cameroun. Ce n'est pas le Cameroun tel que je le vois, ce n'est pas le Cameroun tel que nous l'avons vécu jusqu'à il n'y a pas longtemps. Monsieur Dipita, il y a mes compagnons le savent très bien, le Cameroun est un pays qui a ses problèmes, comme tous les pays du monde. La France a la Corse, l'Espagne a le problème basque, l'Irlande a le Sinn-Féin, le Sénégal a la Casamance. Chaque pays a ses problèmes. Le Cameroun en a un, notamment la crise dans la région du Nozo. Et cette crise, moi je pense que le gouvernement de la République a jusqu'à ce jour essayé de la juguler. Maintenant, il y a tout un discours sur le dialogue, comme si le dialogue s'est limité à une table ronde qui a lieu dans une ville. Le dialogue en République est un processus. Le dialogue en République est permanent.
Le dialogue en République, ce n'est pas parce qu'il y a eu un grand dialogue à Yaoundé qu'il n'y a pas d'autres espaces de dialogue. Lorsque la commission de la reconstitution se déplace comme elle s'est déplacée, elle est déjà dans une première étape. Elle a d'abord été mise en place. Maintenant, elle est dans une première étape. La première étape, c'est la sensibilisation, la formation, l'éducation. Puisqu'il faut déjà que les personnes qui seront les destinataires de la construction soient informées de l'intention légitime et noble du gouvernement. L'intention, c'est quoi? C'est rebâtir. Si, parce qu'il y a des frustrations nées du fait que certaines personnes estiment qu'elles ne s'épanouissent pas dans la communauté nationale, si à travers la reconstitution, les jeunes qui n'étaient pas épanouis peuvent trouver un emploi, et ça fait évoluer la situation sur le terrain. Parce que moi, je pense pour ma part que tout est une question de démarche. Si on veut dire qu'on attend qu'on règle notre problème casamançais, ou on attend qu'on règle le problème de la Corse, ou on attend qu'on règle le problème du Sinfé, si les pays attendaient, aucun pays n'avancerait. Moi, je pense pour ma part qu'il est déjà bien que le gouvernement ait pensé à la reconstruction. Je pense pour ma part que dans l'esprit de la reconstitution, il y a cet esprit de dialogue parce que la commission s'y est déjà rendue pour discuter avec certains acteurs, pour les former, pour les éduquer et les amener à adhérer à un projet qui a pour finalité de régler la crise en intégrant peut-être la revendication de ce que les anglophones avaient exprimé au moment où ils ont décidé de prendre les armes contre la République. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'un dialogue, ce n'est pas parce qu'on s'est réunis à Yaoundé. Je suis de ceux qui pensent qu'en République, le dialogue est permanent, le dialogue se construit, le dialogue est une étape qui est à revivifier. C'est-à-dire que si vous dites que parce qu'on a été à Yaoundé et Ayouk Sissoko n'y était pas, si vous dites que parce qu'on a été à Yaoundé et je ne sais pas, telle personne n'y était pas, que parce que ces personnes n'y étaient pas, la crise ne peut pas être résolue. On n'avance pas. Il faut bien que le pays avance. Et on avance avec ceux qui sont là. On avance avec ceux qui sont de bonne volonté. Le gouvernement de la République montre sa bonne foi à travers la démarche. Et ne pensez pas que reconstruire va se faire de but à blanc. On commence d'abord, il y a une démarche. Éducation, formation, implémentation. Si vous ne faites pas ça, vous êtes en train complètement de vous tromper. Monsieur Teguel, c'est vous qui mettez, c'est vous qui donnez un contenu à la reconstruction. C'est vous qui définissez les différents contenus qui interviennent. Quand le gouvernement décide d'aller à la reconstruction, le gouvernement ne nous a pas donné la feuille de route. Mais il faut dire, je précise quand même que la sortie de Paul Tasson, c'était une sortie de sensibilisation d'abord. Voilà, c'est précisé. Hein. Il a rencontré tous les acteurs, les forces vives, les autorités locales, les autorités traditionnelles, les religieux. Oui, d'accord, monsieur le député, c'est pourquoi je... l'objet de... Monsieur, vous m'avez interrompu. Non, vous m'avez interrompu. Ah bon? Monsieur Dipita. D'ailleurs, c'est dit, mission de sensibilisation et la vulgarisation. Non, laissez-moi finir. Monsieur Dipita vient de vous dire quelque chose de très important. Quel que soit ce que vous faites dans la vie, il y a une question de démarche préalable. Et en cela, le gouvernement a l'expérience au Cameroun. Le gouvernement a une bonne expertise. Très bien, merci. Parce que, je vais finir, vous allez répondre, monsieur Wabo. Allez-y. En une minute. Monsieur Wabo. Allez-y. Monsieur Wabo, qu'est-ce que le gouvernement pense? Le gouvernement se dit, oui, il y a une crise. Le gouvernement dit, je veux reconstruire. On vote un budget, on met en place une commission. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit, il faut d'abord sensibiliser, il faut former. C'est une œuvre d'éducation. Merci. Vous voyez c'est un construit. Je suis d'accord. Et c'est une volonté d'aboutir à un résultat dans l'intérêt du Cameroun. Merci. Compte tenu du temps, vous aurez vu qu'on a pris beaucoup de temps dans la première partie. Votre intervention et celle des autres, d'ailleurs, ce sera en guise de mot de la fin. Max, vous avez la parole. Je souhaite justement que le gouvernement
si dans le contenu de reconstruction, on met le dialogue là-dedans, je dis, vu dans cet angle, c'est une bonne chose. Mais il ne faudrait pas que ça soit justement une opportunité pour le RDPC et sa clique de businessman de se faire une fortune, comme on a vu avec la gestion de la canne. Je dis encore oui pour la reconstruction, mais je crois justement à certains préalables. Et que cette reconstruction ne soit pas une façon justement de spolier encore les Camerounais. Abel Bilobert, en guise de mot de la fin. J'ai déjà indiqué, il m'a été donné plusieurs fois de dire que le changement que nous appelons le changement du régime qui nous gouverne n'interviendra pas. N'interviendra pas tant qu'on aura en face de ce régime une opposition qui n'est pas capable d'avoir les attitudes qui entraînent l'adhésion. Quand vous avez une guerre, les édifices sont détruits, les gens ont détruit les édifices publics, ils ont plongé la population dans la misère. Et que votre discours, c'est de dire à ces populations, en face d'un discours, on lui dit on va reconstruire ce qu'on a détruit, vous venez relativiser la pertinence du projet de reconstruction en disant oui, je veux bien, c'est ce que je vous ai écouté faire là, M. Wabou. C'est ça qu'on appelle en français la démagogie. Ça s'appelle la démagogie. Vous dites que vous voulez bien qu'on reconstruise, mais il y a des préalables. Donc si vos préalables que vous évoquez là, entre autres, le cessez-le-feu, si ça n'intervient pas, il n'y a pas de reconstruction. Bon, vous pouvez donc le vouloir. Ce qui est en train de se faire, c'est que là où il y a retour de la sécurité, on reconstruit. Et le projet politique, c'est d'amener ceux qui ont pris les armes à devenir des marginaux. Et vous dites, oui, vous êtes d'accord, mais c'est ce genre de discours qui, premièrement, ne peut pas fonder l'unité de l'opposition. Parce que vous avez l'impression que l'opposition est d'autant plus valide, pertinente, qu'elle conteste tout. Non, ce schéma-là est largement dépassé. Ce schéma d'une opposition qui conteste tout nous a montré que ça ne marche pas. Parce que les gens à qui nous nous adressons, c'est les mêmes à qui le camp adverse s'adresse. Merci. Et si les gens ont le sentiment que ce que le camp adverse leur dit est pertinent, ils ne nous écouteront pas. Merci Abel. La dernière chose, s'il te plaît, ce qui me fonde dans ce comportement, c'est qu'on a eu des élections au nord-ouest et au sud-ouest. Les gens, bon, vous ne savez pas qu'il y a eu des élections, mais tout le monde sait qu'il y a eu des élections le 9 février. Terminé. À ces élections-là, sur 11 circonscriptions, le SDF a eu gain de cause devant le juge qu'on reprenne les élections. On a repris sur 13 sièges, sur les mêmes 13 sièges, le SDF a été battu. Merci Abel. Ça doit nous faire réfléchir. Mot de la fin, Franck. Bon, sur le plan de reconstruction, je pense qu'il y a deux images que je vais utiliser. La première, c'est un pansement sur une béquille. C'est un pansement sur une béquille. Et la seconde, c'est le fait, ça m'apparaît comme quelqu'un qui cherche à éteindre un incendie dans un immeuble avec un seul seau d'eau. Et c'est la raison pour laquelle, n'en déplaise, le rôle aussi de, entre guillemets, l'opposition, c'est de faire une appréciation critique de ce qui est fait pour relever les manquements et proposer des alternatives. Et je pense que c'est un défi au bon sens de dire que reconstruire après un cessez-le-feu est plus pertinent que reconstruire en plein conflit. Et si pour vous, enfoncer cette porte ouverte-là, c'est ne pas permettre qu'il y ait une union de l'opposition. Moi, je l'avais dit, il n'y a pas une seule opposition, donc je ne cherche pas à m'unir à tout le monde. Maintenant, je voudrais, dans la conclusion, toujours dire attention. Il y a un rapport qu'on doit faire entre les moyens qui sont mis, la démarche qui est entreprise et les besoins réels sur le terrain. Je rappelle que les besoins simplement humanitaires, j'invite tout le monde à aller sur Internet, regarder le plan de réponse humanitaire 2020 du Cameroun. Vous verrez que quand vous regardez le nord-ouest et le sud-ouest, l'extrême nord et l'est du pays, à 7 heures, je crois, le dernier rapport date de mai, c'est moins de 20% des ressources disponibles qui ont été mobilisées et qui sont
c'est pas 10 fois plus élevé que ce qui sera mis dans ce plan. Donc c'est pour dire que même en dehors du plan présidentiel, ce qui est encore indécent même pour ma part, on pouvait intituler ça avec une expression qui donne de l'espoir. Donc je vais dire, en dehors même de ce plan de reconstruction présidentielle, les simples besoins humanitaires du Cameroun, voilà, sont plus importants que ça. Donc ça nous rappelle, et ça c'est la responsabilité des politiques que nous sommes, à nous attaquer à la racine et à contribuer à ce que le problème soit résolu durablement. Donc encore une fois, avec en esprit tous ceux qui sont dans la souffrance dans ces zones-là, tous ceux qui sont déplacés internes et les 4000 morts, c'est de dire que non, on a besoin d'une solution politique et d'arrêter avec la solution militaire. Mec Tegem. Je pense qu'on est en plein dans la solution politique, M. France, ici. Mot de la fin. Lorsque le gouvernement de la République décide de reconstruire et qu'on commence par la sensibilisation, c'est-à-dire qu'on est dans une œuvre de construction nationale. Il y a un destin Cameroun à construire, il y a une volonté politique qui a été affirmée, il y a une volonté politique qui est aujourd'hui en train d'être pratiquement implémentée. Je souhaite, vous avez dit que vous êtes l'opposition constructive, je souhaite que chacun d'entre vous, tous les acteurs de l'opposition, j'ai beaucoup parlé même pour l'opposition, parce que pour moi, plus vous vous enfoncez, mieux je me porte. Moi, je pense pour ma part que le devoir de l'opposition, c'est d'aider le Cameroun à régler ses problèmes. C'est notre pays, M. Frankessi. Malheureusement, il est le nôtre, et c'est nous qui devons le faire. M. Frankessi, je ne sais pas quel est votre niveau. C'est le Cameroun qui vous a fabriqué. Vous parlez comme ça grâce au Cameroun. C'est une fierté pour vous. Merci. Il ne faut pas savoir ce que ça vous apporte. Donc, si vous pouvez rendre au Cameroun ce qu'il vous a donné jusqu'à aujourd'hui, en participant à cette œuvre de construction ou de reconstruction, rassurez-vous. Non, mais merci. Je n'ai pas dit autre chose. Rassurez-vous, la nation vous sera reconnaissante. Maître Georges Tegem, Abel Elimbi Lobert, Marc Swabo et puis Franck Essi, merci à vous messieurs, merci à vous mesdames et messieurs à la maison également. Bonsoir et à mardi prochain pour un autre cadre sur table. Fin de partie.